Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, soyez les bienvenus à vous toutes et tous. Nous voici en direct dans votre émission Faut qu'on en parle pour 2 heures de direct en compagnie de nos invités. Le e-commerce est devenu quasiment la norme aujourd'hui. Les fermetures de magasins, les diverses restrictions mises en place ont fait que nous avons encore plus acheté en ligne. Les commandes à portée de clic, jour et nuit, et l'achat des produits soi-disant jetables nous poussent aussi à surconsommer. Mais attention, tous les sites ne se valent pas. Nous allons tout vous expliquer avec nos spécialistes en plateau. Vous avez toujours la possibilité de réagir en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et 24h/24 aussi sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75. Et afin de co-animer cette émission, je suis donc avec Mylène, journaliste pour votre émission Faut qu'on en parle. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Au milieu du XXe siècle, la manière de consommer des Français a changé. La société de consommation a vu le jour. Quelques décennies plus tard, avec l'arrivée des nouvelles technologies, le e-commerce s'est développé. De plus en plus de Français deviennent adeptes de ce nouveau système. Click and collect, call and collect, e-commerce, qu'est-ce que le commerce numérique ? Obsolescence programmée des appareils, tout est fait pour nous pousser à consommer davantage. Comment arriver à ne pas tomber dans le piège de la surconsommation ? Comment ne pas se faire arnaquer lors de nos achats en ligne ? Quelles sont les astuces à connaître ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Ces derniers mois, le scandale des Ouïghours a éclaté. Certains sites discount qui sont les travailleurs. Comment sont fabriqués ces vêtements, ces gadgets low cost ? Dropshipping, quel fléau se cache derrière ce terme ? Arnaque ou bon plan ? Comment percer tous les secrets ? La publicité numérique est de plus en plus présente, les influenceurs ont fait même leur métier, mais à qui faire réellement confiance ? Faut qu'on en parle, les invités. Et on reçoit ce soir Pascal Lanoux, vous êtes directeur des stratégies chez Skipper, Avis Vérifié, Tister et Mediatek. Bonsoir Pascal. Bonsoir. On a Jean-François Legras qui est gérant à Jeff Concept pour la création de sites e-commerce. Bonsoir. Bonsoir. Nous avant aussi Paul Chopin de Janvry qui est responsable du développement commercial chez Groupon par téléphone. Bonsoir. On a Sonia Waxel qui est directrice de l'expérience client chez Content Square. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons aussi Maître Christophe Macon, avocat au barreau de Toulon. Bonsoir. Et enfin, on a Steve Albert qui est réparateur agréé et membre du réseau StarSav. Bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on en parle, les chiffres. Et pour commencer avec ces chiffres, Luc, peux-tu nous parler du chiffre d'affaires du e-commerce ? Oui, dans le monde, c'est 2300 milliards de dollars en croissance de 11% sur un an. En Europe, cela représente 636 milliards d'euros. Le Royaume-Uni arrive en tête, effectivement, avec 200 millions d'euros, suivi de la France. D'après une étude de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, le e-commerce en 2019, en France, c'est un secteur qui pèse désormais plus de 103 milliards d'euros en croissance de 11,6% par rapport à 2018. Pour se donner une idée, en 2015, c'était 63 milliards d'euros. En 4 ans, c'est une croissance de 63,5%. C'est un secteur en plein boom. Effectivement. Peux-tu nous donner aussi une vision de la part de marché du e-commerce dans le commerce ? La vente de produits qui représente 44% du chiffre d'affaires contre 56% contre la vente de services. Ces ventes représentent en moyenne un peu moins de 10% de l'ensemble du commerce de détail en 2019. Le e-commerce gagne de l'ordre de 0,7 points de part de marché, notamment grâce au développement des ventes en ligne des enseignes magasins. Quelle est la répartition de l'activité e-commerce par taille de e-marchand ? Au premier trimestre 2020, on comptait précisément 200 650 sites marchands actifs. 71,1% des sites font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, mais ne représentent que 1,1% du chiffre d'affaires du marché. À l'inverse, 1,1% des sites qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires représentent à eux seuls 73,6% du marché global. Les trois plus gros acteurs français sont Amazon avec plus de 26 millions de clients, la Fnac avec 13 millions et on a aussi Cdiscount avec 8,8 millions de clients. Le e-commerce est aussi au service des petites PME, non ? Oui, tout à fait. Le e-commerce est de plus en plus utilisé par les commerçants et artisans. Il permet de contribuer au dynamisme des territoires en favorisant le commerce de proximité. Nous allons donc tout vous expliquer ce soir. Nous avons Groupon qui est présent avec nous et qui agit très fortement sur le commerce local. Et si on parlait maintenant du profil type d'un e-acheteur ? Un e-acheteur, selon le chiffre de Médiamétrie, le e-commerce touche plus de 40 millions de Français et compte plus de 200 000 sites qui, cette année, ont enregistré plus de 2 milliards de transactions. C'est 16,3 millions
qui ont effectué des achats à partir de leur mobile au cours des 12 derniers mois. Les 11-14 ans sont 25% à faire du e-commerce. Les 25-34 ans sont 90% en tête. Et on peut tout de même noter que les plus de 65 ans sont 72% à faire du e-commerce. Ah oui, quand même. Et quelle est la fréquence de nos achats et combien dépense-t-on en moyenne ? En moyenne, nous effectuons 3,5 transactions par mois. 48,5% des internautes commandent même tous les mois en ligne. On dépense en ligne 2577 € par an. On peut dire que 98% des e-acheteurs sont satisfaits de leur achat en ligne. Et qu'achète-t-on le plus en ligne ? Sur le haut du podium, on retrouve les vêtements, puis les produits culturels, les jeux, les jouets, le tourisme, puis vient le high-tech. En bas de classement, on y trouve la décoration pour la maison. Et focus maintenant sur l'emploi dans le e-commerce ? L'emploi, le e-commerce, produits et services représente plus de 200 000 emplois directs, auxquels s'ajoute un très grand nombre d'emplois chez les partenaires, notamment dans le transport et la logistique. Le nombre d'emplois continue donc d'augmenter d'année en année. On peut noter que 54% des sites ont augmenté même leurs effectifs en 2019, et du côté des TPE-PME, 17% des marchands ont recruté au moins une personne en 2019. Et quand on commande sur Internet, il y a souvent une notion de livraison avec différentes options. Peux-tu nous dire plus sur ça ? Oui, les entreprises continuent à diversifier les options de livraison. Les acheteurs profitent de l'ensemble des services proposés. 85% se font livrer sans se déplacer. 74% se déplacent en point de vente pour récupérer leurs commandes. Le click and collect aussi est proposé par davantage d'entreprises et commerces de proximité. On peut donc indiquer que 37% des acheteurs sont abonnés à un service de livraison. Et Luc, donc les Français achètent-ils que sur des sites français ou aussi des sites étrangers ? Et on peut noter quand même que 36% des e-acheteurs commandent sur des sites étrangers. Et oui, les Français n'ont pas peur de commander directement auprès des usines ou des vendeurs situés dans des pays asiatiques pour avoir un meilleur prix. Parlons maintenant de la publicité numérique. C'est un marché en forte croissance qui a ralenti malgré la crise sanitaire que nous traversons, mais on note tout de même une croissance de 3% en 2020 aidée par l'essor du e-commerce. Le secteur a atteint plus de 6 milliards d'euros. Dans le détail, il y a la domination bien évidemment de Google et Facebook qui sont rejoints maintenant par Amazon. La publicité au sein des réseaux sociaux, plus 7% des moteurs de recherche, représente aussi désormais 78% du marché de la pub numérique. Programmer à consommer, c'est une partie de notre titre de cette émission, car oui, en effet, nous le sommes tous programmés à consommer. On nous explique qu'il faut consommer, jeter les objets, qu'ils ne sont pas réparables. Luc, qu'en pensent les Français ? Il est à noter que le nombre de Français ayant une bonne image de la réparation est en augmentation. Et oui, on passe de 74% en 2014 à 81% en 2019. Cette perception s'appuie sur la volonté d'œuvrer pour l'écologie, bien sûr, de faire des économies et de soutenir l'emploi local. En cas de panne, 89% des sondés cherchent des informations sur la réparation. Faut qu'on en parle, première partie. Et oui, vous avez été nombreux à nous laisser des réactions sur tous nos réseaux sociaux. Faut qu'on en parle sur notre répondeur et même sur notre site internet www.fautquonenparle.fr. Commençons tout de suite à citer quelques-unes de vos réactions. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Brian de Bordeaux. J'ai cru faire une bonne affaire en achetant sur un site français un petit e-commerçant, mais je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, il ne revendait que des articles que l'on trouve vraiment moins chers sur des sites chinois. Faites attention, même si c'est français, cela ne veut pas dire que ce n'est pas de l'arnaque. J'ai reçu aussi mon article plus d'un mois après. On a Franck de Lille qui nous dit « J'ai été arnaqué par un site étranger sur lequel j'ai acheté un objet high-tech et je ne l'ai jamais reçu. Impossible de les contacter, aucun retour. Vu qu'il est à l'étranger, je n'ai rien pu faire. L'époque où l'on regardait juste si le site avait un cadenas avec l'adresse est révolue. Depuis, je ne commande que sur des sites français. » Pour ouvrir ce débat passionnant dans le monde du numérique, nous recevons donc pour cette émission plusieurs experts du e-commerce, mais commençons tout simplement par définir qu'est-ce que le e-commerce. Pascal, par exemple. Tout simplement, je dirais la vente en ligne. C'est une nouvelle forme de vente à distance, en fait, tout simplement. La descendance de la VPC qui s'est digitalisée. Tout simplement. Une continuité du commerce classique qui s'est Oui, digitalisé. avec une extension, maintenant, vous l'avez dit dans l'introduction, où le retail, les magasins physiques sont de plus en plus dotés d'un dispositif digital et donc la notion de offline, online n'a plus forcément de sens. On parle d'omnicanalité maintenant et à juste titre parce que le client, lui, c'est le même en fait, qu'il achète en ligne ou qu'il achète en magasin. Donc lui-même a perdu cette notion de j'achète en ligne ou j'achète en magasin, enfin je reste le client d'une marque et c'est pour ça que les retailers ont tout intérêt eux aussi à soigner leur site internet. Beaucoup de Français sont adeptes du coup du e-commerce, mais certains sont complètement réticents, au contraire, et ne savent même pas à quoi correspondent les termes click and collect, call and collect qu'on vient de parler. Pouvez-vous leur expliquer les différents modes existants, Oui. quel avantage et quel inconvénient représente chacun ?
Le click and collect, d'ailleurs, il me semble qu'en France, ça a été, entre autres, Darty qui avait été un des premiers à le proposer. C'est tout simplement, je commande un produit en ligne sur le site et je vais le retirer en magasin. Très bien. Le call and collect ? Le call and collect, pour la peine, c'est par téléphone et on vient là, me semble-t-il, la retirer en magasin aussi. Ouais. Tout simplement. Très simple, effectivement. En quoi, en 2021, tiens, il est important pour une entreprise d'avoir également un site de e-commerce ? Peut-on arriver à avoir clairement une complémentarité entre magasin physique et e-commerce ? On va donner la parole à Paul de Groupon au téléphone. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Les chiffres que vous avez donnés sont en progression. Hein. Le chiffre d'affaires du e-commerce a encore progressé, forcément avec la période qu'on vit. Bien sûr, pour le e-commerce, c'est simplement du commerce. Donc, quand on est commerçant et qu'on veut toucher des clients, faut être là où sont les clients. Et aujourd'hui, les clients, ils sont sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Je crois que c'est 91% des Français qui sont équipés d'un mobile. Voilà, donc c'est aujourd'hui le commerce, ça se fait à travers le e-commerce, à travers les points de vente, et c'est un moyen de communiquer avec ses clients. Et comme on avait des pages dans des annuaires, on a des pages maintenant sur Google, on a une visibilité sur ces endroits où se rendent les clients pour essayer de communiquer avec eux et de les faire venir dans ces points de vente. Justement, Paul, vous parliez des chiffres en hausse avec l'impact de la crise sanitaire. Nous venons de passer une année difficile pour l'économie. Donc, quel a été l'impact sur le e-commerce, visiblement positif ? Non, positif, c'est très compliqué à dire. Nous, on travaille beaucoup avec des commerçants locaux, hein, des commerçants de services, des restaurants, des coiffeurs qui vont nous utiliser pour communiquer. Forcément, ça n'a pas été simple pour eux. On travaille avec des parcs de loisirs, on travaille avec des théâtres, on travaille avec des cinémas. Donc, il y a tout un pan de l'économie qui a été forcément arrêté, on le sait. Un pan qui a été impacté, la restauration, et justement, eux, ils vont utiliser le digital pour se réinventer. En gros, il y a eu une grosse digitalisation des professionnels qui l'avaient entamé déjà il y a longtemps, mais qui se sont accélérés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants qui n'utilisaient pas forcément le click and collect ou des sites de livraison, se sont équipés et ont commencé à utiliser ces solutions pour maintenir une part d'activité. Et on voit que pour certains, c'était vraiment un moyen de sauver. Et on voit aujourd'hui que de nombreuses entreprises, conscientes des impacts de la crise, de la fermeture des magasins, investissent massivement sur les ventes sur Internet pour justement compenser et toucher les clients qui s'y trouvent. Jean-François, l'impact de la crise sanitaire sur votre métier ? Sur mon métier, ça a eu un impact plutôt positif. Pardon. Oui. C'est un impact plutôt positif parce que les entreprises ont besoin finalement de digitaliser, comme vous l'avez dit. Pardon. Oui. Et ainsi, donc il y a eu une belle évolution, beaucoup de demandes de digitalisation. Même les entreprises qui ont été malheureusement fermées cherchent à évoluer pour proposer des services là où sont les clients, donc sur Internet. Ok. Et Paul, du coup, vous avez senti un impact Pascal. Je doutais que j'allais faire la boulette ce soir, Pascal. Je ne répondrai pas. Ouais, non, parce que j'ai appelé Pascal Paul. Non, alors très clairement, oui, évidemment. C'est-à-dire qu'en plus, on vient de traverser une période qui est vraiment particulière, notamment avec le confinement en France, mais pas que à l'étranger. Et des millions de Français digitalisés de force qui ont dû du jour au lendemain commander en ligne, sans avoir vraiment de repères. Et donc, on est vraiment bien placé pour le savoir chez Skippers avec notre filiale Avis Vérifié, c'est qu'on a pu mesurer que pendant le confinement, la lecture, la consommation des avis clients a augmenté de plus 45%. C'est-à-dire que les internautes consommer les avis clients pour se renseigner sur un site, même des consommateurs déjà digitalisés, parmi lesquels je me compte. En fait, je me suis retrouvé à acheter pour la première fois des produits en ligne que je n'achetais pas auparavant, de la peinture, par exemple. Et donc voilà, avant d'acheter de la peinture en ligne, j'ai lu des avis clients pour justement éviter, tomber sur le bon marchand et aussi le bon produit. On en parlera en détail un petit peu plus tard dans l'émission. Jean-François, tiens, est-ce qu'on peut avoir une activité e-commerce seule et arriver à en vivre ? Oui, bien sûr, absolument. C'est d'ailleurs le gros intérêt du e-commerce, c'est qu'il est possible non seulement d'améliorer les résultats de son entreprise si on a une boutique physique, mais également on peut avoir une boutique entièrement e-commerce et réussir totalement. D'ailleurs, il y a même beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont commencé sur Internet et se retrouvent avec des boutiques physiques.
Comment on reconnaît ces entreprises-là sur Internet, savoir que le site est sécurisé? Alors là, il y a beaucoup de choses à voir sur un site internet. Alors bien entendu, vous avez dit tout à l'heure le petit cadenas. Donc ça, malheureusement, ce n'est plus vraiment une notion de sécurité. Moi, quand je vais sur un site internet que j'ai envie de commander quelque chose, je vais d'abord me rassurer, avoir les avis. C'est la première chose que je regarde. Deuxième chose, je vais regarder s'il y a des mentions légales, des conditions générales de vente, des politiques de confidentialité. Je regarde également comment sont proposés les produits. Est-ce que les remises sont trop fortes? Ça, c'est généralement un gage d'arnaque sur Internet. Donc, il y a toutes ces parties-là à voir. Après, il y a tout le visuel du site qui va mettre en confiance ou pas. Ok. Point de vue juridique, Christophe, vous savez comment on reconnaît un site Internet sécurisé ou pas? Au point de vue juridique, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que dès lors qu'on a toutes les mentions légales, qu'on a un numéro de TVA intracommunautaire, tous ces éléments-là qui font qu'on a un encadrement légal. On peut vérifier justement un numéro de TVA, un numéro de SIRET? Il est obligatoire. Les gens peuvent mettre n'importe quoi sur les sites. Non, mais il est obligatoire et après on peut le vérifier par ailleurs sur des sites institutionnels pour savoir si cela correspond. Hein. Donc, mais le numéro de TVA intracommunautaire est, je pense sous votre contrôle, mais il est obligatoire sur le site. Ça c'est déjà la base. Ensuite, le nom de l'entreprise, si c'est une entreprise qui se prétend française, il suffit de taper sur Infogreffe son nom et on voit de suite, sans même tirer son extrait cabis, mais on peut le faire, si elle existe ou pas. Alors, en ce moment, il y a des arnaques, il y a tout le temps des arnaques, on en parlait avant hors antenne, de sites un peu bizarres, qui viennent de se créer. Est-ce que ça te donne une information? Comment on peut savoir qu'un site internet vient de se créer? Alors, c'est une bonne question. C'est pas facile à voir quand on n'a pas trop l'habitude. Mais en fait, il est possible de faire des recherches sur Internet, et notamment avec le Whois. Ça, en fait, c'est une fonction qui permet de voir depuis combien de temps un nom de domaine est utilisé, depuis combien de temps le site est en ligne. Est-ce qu'il y a un renouvellement qui est prévu? Donc ça, c'est possible de le savoir. Ouais, ça donne une info déjà. Whois, on tape ça sur Google. Oui, WHOIS. On a Marlène qui nous dit qu'elle paye toujours par PayPal. Au moins, elle est sûre de ne pas se faire arnaquer. Elle a raison ou pas? Un gage de... Oui, PayPal est très sécurisé. C'est un paiement que j'apprécie beaucoup, qui malheureusement, on va dire, a tendance à être de moins en moins utilisé parce qu'il a tendance à trop vouloir l'inscription du client sur son compte absolument. Donc aujourd'hui, les gens veulent de la liberté, ils veulent pas s'engager avec un système de paiement et ils vont préférer mettre leur numéro de carte bleue directement. D'accord. Récemment, on a entendu parler du scandale des Ouïghours qui a éclaté il y a quelques mois. Aujourd'hui, de nombreux pays ont sanctionné des dirigeants chinois pour atteinte aux droits de l'homme. Comment savoir en tant que consommateur où sont fabriquées nos commandes en ligne? Est-ce qu'on le voit sur le site internet quand on commande? Sur les mentions légales? Sur la fiche produit? Est-ce que la fiche produit est assez bien remplie? Est-ce qu'elle explique toutes ces notions? Théoriquement, oui. Paul, par exemple, sur Groupon, quand on achète des articles, tous vos articles chez vous, comment ça peut... Alors, pour revenir rapidement sur la confiance dans un site e-commerce, on fait preuve de bon sens. Comme tout consommateur, on regarde les informations, on regarde s'il y a des mentions légales, on regarde s'il y a un numéro de téléphone, on regarde effectivement les conditions, on regarde si le site a l'air solide, s'il y a des fautes, quoi. Voilà, on fait confiance. Naturellement, on se renseigne sur Google, on regarde les avis sur les sites et ça permet d'avoir une idée. En ce qui concerne les produits, nous, c'est pas notre cœur de métier, mais comme tout vendeur de produits, on en vend. On va regarder qui sont les vendeurs, on va se renseigner sur la qualité des produits et on va faire des fiches produits extrêmement complètes, extrêmement claires. Et on parlait des garanties. Ce que proposent les sites internet solides, ce sont des garanties, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place tous les points de contrôle en amont pour vérifier que les produits sont les bons. Ils vont mettre tous les services pour que les produits soient livrés dans les temps. Et en revanche, ça arrive, il reste encore des problèmes, ça peut arriver, et bien dans ces cas-là, ils ont des garanties et ils vont prendre en charge les clients. Donc c'est vraiment du bon sens, faut regarder un site, voir s'il y a de l'activité. Un site qui vend un seul produit, qui n'a pas de numéro de service client et qui vous met effectivement un prix à moins 100%, vous pouvez faire attention. En revanche, la promotion, elle existe, c'est un des moteurs du e-commerce, c'est ce qui permet, puisque les prix peuvent être aussi moins chers, puisqu'ils vont être vendus sur Internet. Donc voilà, c'est vraiment un faisceau d'indices. Moi j'aime bien dire, et c'est un peu la même chose sur les types de petites annonces, que ce soit dans la presse ou n'importe où, quand c'est trop beau,
faut regarder, il faut vérifier, il faut checker. Voilà, donc il faut être prudent en tant que consommateur, mais ne vous inquiétez pas, hein, les consommateurs sont des gens très avertis. Effectivement, ils se digitalisent, ils s'y mettent, mais le réflexe de Pascal, quand il se dit je vais commencer à acheter de la peinture, si c'est pas une habitude, on se renseigne. L'avantage, c'est que sur Internet, on trouve toutes les informations et il y a certainement un site qui va ressortir pour la qualité de son service, pour les avis reçus. Et là, forcément, on peut avoir confiance si les choses se passent bien. Et après, on garde naturellement les garanties. Vous avez parlé de la FEVAD tout à l'heure. Voilà, les sites qui sont inscrits à la FEVAD respectent la charte du e-commerce et ont plein de mesures mises en place pour respecter la législation française, mais naturellement aussi tous les services en plus qu'on peut proposer. La vitesse de propagation d'un avis client négatif sur un site est très rapide. Donc voilà, c'est vraiment très important de se renseigner, de regarder ce qui s'y passe. Voilà, c'est parfait pour toutes ces indications. Et bien sûr, des sites comme vous, clairement, Groupon, il n'y a pas de souci en termes de sécurité et de produits. Justement, une petite question juridique avant de continuer sur notre partie. Christophe, est-ce qu'on peut être condamné à revendre des objets fabriqués dans ces conditions ? Là, je comprends pas bien la question. Par rapport au dropshipping, si les e-commerçants revendent ces produits, sachant que c'est... Est-ce qu'on peut être condamné bien sûr, bien sûr que vous êtes condamné. Si les produits sont contrefaits, vous êtes soit on va dire, soit complice, soit co-auteur, soit même reseller de... c'est compliqué quand même. C'est un peu comme quand on va acheter des choses dans un marché de contrefaçon, c'est pareil. Il faut se méfier. Bien sûr qu'il faut se méfier, bien évidemment. Alors, si c'est vous qui êtes... Alors, la question, c'était si vous achetez un produit contrefait. Si vous achetez un produit contrefait, vous pouvez au minimum, si on n'arrive pas à qualifier l'infraction, à vous qualifier d'auteur ou de complice, vous êtes reseller, parce que on connaît la valeur des produits. Je prends des produits de marque. Si le produit est sur un prix moindre, mais vraiment très 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 moindre, on va dire que vous ne pouvez pas ignorer le fait que c'est de la marchandise recellée, enfin qui n'est pas qui est contrefaite. Donc vous êtes reseller. Vous pouvez pas dire justifier en disant je ne savais pas, parce qu'on se réfère au cadre en vigueur qui est une personne normalement diligente. Si vous savez que la valeur du produit c'est 200 et qu'on vous le vend 20, vous vous doutez bien que c'est un produit contrefait. Comme dans la vraie vie au final. On se retrouve dans quelques secondes. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Et on reprend notre débat avec une question de Arnaud qui sur Facebook nous demande « J'entends de plus en plus parler de dropshipping, mais je ne sais pas ce que c'est. Pouvez-vous me l'expliquer ?» Jean-François peut-être ? Oui, bien sûr. Le dropshipping, si vous voulez, c'est le principe de vendre des produits pour le e-commerçant qui ne va pas gérer ni le stock, ni les expéditions. En fait, tout ça, ça va être géré par une autre société. Autrement dit, le e-commerçant, il va simplement jouer le rôle de vente du produit. D'accord. Que risquent les créateurs de sites, par exemple, de dropshipping ? Est-ce que c'est interdit ou autorisé, ça, Jean-François ? C'est complètement autorisé. D'accord. En fait, le dropshipping, c'est... c'est un système de vente, une méthode de vente comme une autre. C'est juste, c'est un contrat, si vous voulez, qui est passé entre la société qui propose le dropshipping et le e-commerçant qui va le diffuser derrière. On a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui font de la pub de produits issus de dropshipping. Juridiquement, qu'est-ce qui risque ces personnes-là ? L'infraction qui revient la plus, on va dire, en pleine lumière, c'est la publicité mensongère. C'est-à-dire si l'on cherche à tromper une personne par des éléments qui sont faux, on pourrait aller, si c'est institutionnalisé, jusqu'à l'escroquerie, qui est le fait de... Alors par des manœuvres, et les manœuvres peuvent être des mensonges, de conduire les personnes à donner de l'argent, et on est sur la base d'une escroquerie. Et pourquoi pas, si on est ciblé sur des personnes, selon le type de produit, sur des personnes âgées, ou par rapport à une particulière vulnérabilité, l'abus de vulnérabilité, tout ce que je viens de vous dire là, ce sont des infractions pénales et qui vous font passer au minimum en correctionnel. Pascal, tiens, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les différences entre marketplace et dropshipping ? C'est une marketplace, une place de marché où en fait vous avez là aussi plusieurs vendeurs qui sont réunis sous une seule enseigne. Par exemple, Amazon, c'est une marketplace. En fait, tous les sites maintenant sont des marketplaces, y compris
Fnac Darty, enfin ils sont nombreux encore une fois à vendre leurs propres produits ou en tout cas leur propre stock et le stock d'autres marchands. Tout ça sous un design où on a l'impression d'être dans un magasin, le même magasin. Ouais. Enfin on le voit bien sur Amazon ou enfin sur tous les autres sites marchands aussi, que ce soit rue du Commerce où on a plusieurs offres, le prix par exemple d'Amazon ou de Fnac et puis d'autres vendeurs proposent à tel prix. Donc c'est vraiment réunir sous une même enseigne plusieurs marchands. D'accord. Très très bien, puisque... Et pour le dropshipping, j'ai un doute quand même, parce que je me dis... mais on peut demander à Pascal s'il a un avis. Est-ce que tous les produits... à Paul. Les produits vendus en dropshipping ne sont pas forcément illégaux, en fait. Paul Oui. Oui. Alors, Marketplace, Pascal l'a parfaitement maîtrisé, c'est un site où différents vendeurs vont proposer leurs produits. Ça peut être les produits vendus en direct par la marque, Fnac Darty, et d'autres produits, des produits qu'ils n'ont pas, des instruments de musique. Ils vont accueillir d'autres vendeurs qui vont certifier, qui vont vérifier et qui vont permettre d'élargir leur gamme de produits en vente. Le dropshipping, c'est simplement quelque chose de très simple qui est né avec les marketplaces. C'est d'envoyer le produit de l'endroit où il est produit directement au client. Et ça évite de l'envoyer dans un stock, puis dans un magasin, puis chez le client. Donc c'est juste une simple bonne idée. Après, effectivement, ça peut être utilisé pour vendre directement des produits qui sont fabriqués en Chine. Donc ça, il faut l'indiquer. Mais le dropshipping, c'est simplement le fait d'envoyer directement au client et d'envoyer la commande à la personne qui va envoyer le produit. Voilà. C'est pour ça qu'on avait un auditeur qui nous disait... C'est juste une méthodologie d'envoi. Et en aucun cas, c'est un signe de danger ou pas. Le point, c'est où est-ce que vous achetez, à qui vous achetez le produit, sur quel site, là où vous mettez vos transactions et vos coordonnées bancaires, et ensuite, d'où vient le produit. Et c'est ce qu'on a connu dans le temps. Il y avait des produits qui étaient fabriqués, on attendait 5, 6, 7 semaines, parce que c'était des produits qui étaient fabriqués en série pour une vente spéciale. Donc, l'important, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'on achète, à quelle marque, où est-ce qu'on paye, où est-ce qu'on met ses coordonnées bancaires, et ensuite d'où viennent les produits. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est simple, faut lire les contenus qu'il y a sur les sites, acheter en un clic quelque chose sans se renseigner sur rien, c'est souvent prendre le risque de faire des erreurs. En revanche, il y a des sites qui le proposent. Je pense que des géants américains proposent l'achat en un clic parce qu'ils ont créé cette confiance avec les internautes, et les internautes sont en pleine confiance et savent qu'il n'y a aucun risque à acheter sur ce site. Donc une fois qu'on a trouvé des sites avec lesquels on est en confiance et où ça se passe bien, normalement, on peut être moins vigilant. Mais c'est pour ça que les sites internet investissent énormément dans la réassurance, dans la publicité, dans le fait que les choses se passent très bien, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent se développer et avoir beaucoup plus de clients. Très bien. D'ailleurs, on a une question de Carole qui nous dit, avec tous ces influenceurs de télé-réalité, pourquoi ne sont-ils pas punis pour mensonges, du coup, Christophe ? Alors, on va dire première raison, c'est peut-être une certaine tolérance de la société spectacle. Ensuite, bien qu'il place des produits, ils donnent juste, en fait, ils sont sur une fenêtre de tir qui est assez étroite, mais qui empêche la répression parce qu'ils disent juste que ce produit-là leur convient. On n'est pas sur une publicité agressive. Alors, comme on avait vu, ce que je voulais dire il y a quelques années, enfin, il y a bien 10 ans, on voyait dans les journaux des vedettes qui vantaient les mérites d'une bague, qui avec ça vous serez en bonne santé. Là, c'était clairement ciblé. Là, une personne vous dit, moi ça me convient, j'en suis très contente. On est entre les deux. Voilà, c'est ça que le souci, c'est que ce qu'il faut savoir quand même, sans faire trop de théorie, c'est que la loi pénale elle est d'interprétation stricte. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas étendre l'incrimination au-delà de ce qu'elle dit. Une personne qui vient sur Internet et vous dit, moi, ce produit-là me plaît, c'est pas de la publicité mensongère. Et de proposer des codes promo à côté, ça incite pas du coup l'acheteur ? Ça peut le faire, mais après, il faut savoir si ce qui est proposé, parce que dans la publicité, il y a toujours une part de mensonge qui est autorisée, on va dire. Le tout, c'est une histoire de proportion. Est-ce qu'il y a une part de vérité et qui est plus importante que, on va dire, le bagou du vendeur finalement, parce que ça a toujours existé. Vous l'aviez sur les marchés, on l'a eu dans les journaux, on l'a maintenant par Internet. Donc c'est une histoire de mesure. Si aucun des éléments n'est vrai, là oui, on est sur le cadre d'une publicité mensongère. S'il y a un équilibre, c'est plus difficile à réprimer. Très bien.
Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Nous recevons donc Pascal Lanoux, vous êtes directeur stratégie chez Skipper, la société qui gère entre autres Avis Vérifié, que nous avons tous, clairement, je pense, la plupart déjà vu en tout cas. Pouvez-vous déjà tout simplement vous présenter et aussi expliquer votre rôle au sein de cette société ? Donc oui, Pascal Lanoux, directeur de la stratégie Skipper, ça fait depuis une vingtaine d'années que je suis dans le e-commerce et le digital, et j'ai rejoint le groupe Skippers déjà pour contribuer à sa formation autour de ses filiales Avis Vérifié, Tister qui fait des vidéos consommateurs, donc c'est une autre forme d'avis, ce sont des consommateurs qui vont se filmer en train d'utiliser un produit, la société Mediatek aussi qui fait de la satisfaction client, de la mesure de la satisfaction client, et puis plus récemment nous avons fait l'acquisition d'une société spécialisée dans la blockchain. Elle a elle-même développé son propre protocole, et l'idée c'est d'aller encore plus loin dans l'authentification des avis, et aussi de permettre, pourquoi pas, aux marques d'enrichir leur programme de fidélité, notamment vis-à-vis de leurs clients les plus engagés, comme ceux qui, par exemple, pourraient laisser des avis de qualité, en sachant qu'un avis de qualité n'est pas forcément un avis positif, mais un avis qui est constructif. Avant d'acheter en ligne, on consulte souvent les avis. Du coup, 85% des consommateurs le font. 91% des lecteurs d'avis considèrent même que c'est l'avis qui fera qu'on achètera ou pas le produit, d'où l'important d'avoir un avis fiable. Si on souhaite crédibiliser son site et donc son activité auprès des internautes, il existe une solution comme Avis Vérifié. Pascal, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne votre site Avis Vérifié ? À qui s'adresse cette solution ? Elle s'adresse à tous les commerçants, même les commerçants qui sont dans le retail, de toute taille. Ouais, c'est vraiment des petites entreprises ou des grands comptes, comme on dit. Enfin, vraiment, c'est pour toutes les tailles. Encore une fois, et c'est la société Avis Vérifié est certifiée AFNOR, donc ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on suit un cadre qui est très strict quant à la modération. C'est-à-dire qu'une marque qui utilise notre solution, par exemple, est vraiment tenue de respecter ce contexte AFNOR dans le processus de modération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bloquer un avis sans raison. Les raisons pour bloquer un avis, encore une fois, sont très encadrées. Et surtout, et même quand on souhaite d'ailleurs en tant que marque ne pas publier un avis, on se doit, avec notre solution, de proposer au consommateur de reformuler son avis négatif, par exemple. Je vous donne un exemple. On a beaucoup utilisé le mot arnaque depuis le début de la soirée. Le mot arnaque, vous pourrez l'expliquer mieux que moi, mais c'est un terme qui a une valeur juridique. On l'utilise dans le langage courant fréquemment, en disant voilà, je me suis fait arnaquer, ou c'est une arnaque, etc. Mais en fait, une arnaque, c'est du vol organisé. Donc, quand on n'est pas content ou insatisfait d'un achat, on ne peut pas laisser dans son avis client c'est une arnaque. Donc, il faut expliquer autrement son insatisfaction. Encore une fois, en disant j'ai été très déçu par rapport au prix, la qualité du produit, etc. Et là, la marque est tenue de publier votre avis négatif. Donc, ce qu'on apporte aux marques, c'est de permettre à leurs vrais clients aussi de s'exprimer. Car un client insatisfait, quoi qu'il arrive, dépensera beaucoup plus d'énergie qu'un client satisfait pour s'exprimer sur Internet. Et quand on a peur de la voix de ses clients, il faut justement avoir des avis clients sur son site, parce qu'on permet aussi à ses clients satisfaits de s'exprimer. Juste une petite précision sur le terme arnaque. En droit pénal, ça s'appelle escroquerie. Donc c'est dans le langage courant, c'est ça ? Oui, mais le problème, c'est qu'après, si vous commencez à débloquer là-dessus, vous risquez d'avoir dénonciation calomnieuse, vous risquez d'avoir de la diffamation. Ouais. Ça peut aller loin, quoi. Et oui, ça peut aller relativement loin. Donc voilà, en tout cas, il faut exprimer son mécontentement sans utiliser le mot arnaque, et pour être constructif, justement pour aider d'autres consommateurs, expliquer vraiment les vraies raisons de son mécontentement. Est-ce que c'était la qualité du produit, la durée de livraison, le prix injustifié, l'amabilité en magasin ou une mauvaise expérience sur le site. Donc encore une fois, libre à chacun d'exprimer son insatisfaction ou sa satisfaction. Et plus on est constructif et plus on aide les autres consommateurs. Du point de vue clairement du consommateur, justement, qu'est-ce qu'Avis Vérifié va nous apporter de plus qu'un simple avis lu sur la toile ? Alors, justement, il y a cet encadrement et ce suivi strict
de la norme AFNOR, mais pas que, hein, du contexte. Il y a tout un contexte juridique français et européen qui encadre vraiment tout ce qui est avis client, avec certaines mentions à faire apparaître obligatoirement sur le site. La date d'achat, la date de publication de l'avis. Cet avis a été publié le 7 avril suite à un achat le 3 mars, par exemple. Donc c'est très encadré. Donc c'est pour ça que on peut aussi se renseigner sur d'où viennent ces avis. Et quand on est un tiers de confiance comme avis vérifié, en tout cas c'est un gage de confiance pour le client. Et une marque qui publie ses avis, qui publie des avis clients sur son site, c'est une marque qui est dans la transparence en fait, qui justement n'a pas peur de la voix de ses clients. Et c'est encore une fois, ça fait partie des indices qu'il faut suivre pour faire confiance à un site. Donc ça, c'est effectivement, Pascal, vous l'avez dit, votre offre s'adresse aussi à toutes les sociétés, même toutes les petites PME. Donc on peut vous contacter pour avoir cette solution-là, et ça crédibilise nettement le vendeur. Oui, mais j'en profite aussi pour dire, si on souhaite aider le commerce de proximité, justement les petits commerçants, il est important de laisser son avis, parce que plus on va laisser son avis, et plus ce commerçant justement va bénéficier d'une amélioration du référencement naturel. Il va bénéficier aussi de plus de crédit versus d'autres enseignes. Donc en tout cas, activement, en tant que consommateur, si on souhaite aider le commerce de proximité, laissons des avis constructifs concernant ce commerçant. Ça donne toujours des très bonnes informations en termes d'achat. Et comme on l'a dit, c'est quand même plus difficile d'aller, nous, en tant que consommateurs, poser des avis positifs. D'ailleurs, Avis Vérifié, on reçoit souvent des emails après avoir fait un achat sur un site qui travaille avec Avis Vérifié pour inciter le consommateur à venir le poser. Mais c'est pas souvent, c'est toujours en fait. C'est-à-dire que c'est en post-achat. C'est-à-dire que nous, avant de déclencher une collecte d'avis, on a besoin de la preuve. D'achat du client. C'est-à-dire que le commerçant avec qui nous travaillons nous envoie, en gros... Comme quoi il a bien acheté sur le site. Exactement. C'est comment. Et faut-il du coup augmenter le nombre d'avis ? C'est un peu l'objectif de tout commerçant, et encore une fois, plus on a d'avis, c'est un contenu qui est considéré comme... alors, d'une, il aide les consommateurs à prendre une décision dans leur processus d'achat, ça va les rassurer sur un site ou ça va les rassurer sur un produit, mais surtout, il faut savoir que les avis clients sont considérés par les moteurs de recherche comme un contenu riche. Alors, un contenu riche, pourquoi ? Parce qu'il y a une occurrence assez forte de mots-clés qui sont stratégiques pour le marchand, et riche aussi de par sa fraîcheur, c'est-à-dire que c'est un contenu qui est mis à jour régulièrement sur le site, et ça, les moteurs de recherche, ils sont particulièrement sensibles. Jean-François, pareil, il faut vraiment augmenter les avis. J'encourage vraiment à jouer le jeu des avis. Plus le commerçant aura des avis positifs, plus l'avis négatif passera inaperçu finalement. Donc ça va noyer les mauvais avis. On peut dire ça. Moi, si je vois que sur un site, il y a 10 avis, dont 9 négatifs, ça va me faire peur. Ça c'est clair, on est tous pareils. Hein. Ouais, voilà. Effectivement. Alors que inversement, je vois qu'il y a 400 avis, dont 10 avis négatifs, je vais me dire, en majorité, cette entreprise travaille bien. Alors après, il faut voir la qualité des avis, effectivement. Et c'est là où, quand on peut tomber sur avis vérifié, par exemple, on peut être sûr que les avis sont très fiables. On se retrouve dans quelques secondes pour notre seconde partie. Faut qu'on en parle, seconde partie. On se retrouve en plateau dans votre émission Faut qu'on en parle sur votre radio avec nos invités pour continuer à parler e-commerce. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Valérie de Montreuil en région parisienne, le e-commerce, je ne jure plus que par cela. C'est terminé, les visites dans les magasins, j'y passe vite fait, plutôt comme un showroom par exemple pour voir les produits physiques, mais je n'achète jamais rien en boutique. Le numérique, c'est le choix, la garantie du meilleur prix pour un même article sans bouger de chez soi. On a Sébastien de Toulouse qui nous dit « Pour moi, le e-commerce tue le petit commerçant. Je continue à aller dans les magasins physiques pour les soutenir, sinon ils vont tous mourir. » On revient donc en plateau et nous avons donc le plaisir de recevoir Sonia Waxel. Vous êtes donc directrice de l'expérience client chez Content Square. Pouvez-vous d'abord vous présenter ? Oui, bonsoir. Donc, je suis Sonia Waxel, directrice de l'expérience client chez Content Square. Et donc, Content Square, il s'agit d'une plateforme d'expérience analytics dont les clients sont essentiellement des directions e-commerce, directions digitales,
donc qui utilisent notre technologie pour mesurer l'expérience en ligne de leurs clients. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là, l'expérience en ligne de leurs clients? En fait, c'est quel parcours ils effectuent, sont-ils satisfaits de ces parcours, quels problèmes rencontrent-ils? Et donc, ça, en fait, on l'oppose derrière aux parcours qui ont été pensés par ces directions e-commerce. Et donc, tout ça dans une logique et une optique d'optimisation de ces parcours. Et à la fin, tout ça ayant vertu à augmenter la conversion. Donc, quand on dit conversion, Les achats on parle clients, c'est ça? les achats, mais pas uniquement. C'est les objectifs qu'on fixe à son site. Donc, par exemple, sur un site de médias, ça va être de la consommation de contenu. Sur un site bancaire, le fait de remplir un formulaire. D'accord. Sonia, vous venez de sortir de chez Content Square des statistiques et des comportements, des usages de consommateurs à travers le monde. Pourriez-vous nous partager avec nous quelques chiffres? Oui, bah alors le premier chiffre que je vais vous partager, qui est vraiment celui qu'on retient de l'année 2020. Donc déjà pour revenir sur cette grande étude qu'on a réalisée, donc en fait elle s'est portée sur 900 sites. On peut la trouver sur Internet? On peut la trouver libre sur accès? Internet, Ouais. tout à fait. Je vous transmettrai ça avec grand plaisir même. Très bien. Donc en fait, il s'agit d'une étude qui a été réalisée sur plus de 900 sites et qui agrège 900 milliards de sessions. Donc, Ah oui, quand même. c'est assez C'est conséquent. représentatif. C'est Ouais. assez représentatif et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait mené la même enquête l'année précédente. Donc on a aussi un référentiel par rapport à ça. Et donc le grand chiffre de 2020, en fait, c'est l'explosion du trafic sur mobile, puisque pour la première fois, il a dépassé les 50% pour arriver même à 74%, si je ne dis pas de bêtises. En mobile pur ou tablette incluse? En mobile pur, Ah ouais. la tablette est vraiment devenue quelque chose de presque insignifiant dans... Ouais, je vous D'accord, vois, ok. ouais. Ouais, non mais ok. Et... Et les PC carrément relégués au placard. Alors, non, les quand même PC pas. sont encore très Que- présents et notamment sur la partie conversion. C'est-à-dire que le trafic Ouais. est essentiellement mobile. Je comprends. On va voir un petit peu sur le mobile. Ouais. Et vraiment, quand on veut voir de plus près et qu'on va acheter, passer à l'acte, on allume son PC. Et Alors, là, ça dépend. voilà. Non Alors, ça dépend. Ça dépend beaucoup Ça des dépend de secteurs l'âge d'activité. Pas. Alors, curieusement, on pourrait penser que ça vient de l'âge, mais je ne sais pas si toutes vos mamans ont un ordinateur. Ma maman a un smartphone, mais en fait, elle n'a pas d'ordinateur. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas forcément ces nouveaux digitalisés qui vont avoir besoin d'un desktop. Oui, quelques Oui. chiffres encore Oui, éventuellement quelques à nous partager. chiffres. Alors, quelques chiffres. Mais si vous voulez qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, et notamment sur la partie grand champion du mobile, sur 2020, donc c'est vraiment les marques de luxe qui ont occupé le terrain, puisque 77% de leur audience est mobile. Alors, je ne dis pas, encore une fois, que leurs acheteurs achètent essentiellement sur mobile. On regarde, On regarde, on- on consomme aussi beaucoup, puisque sur le luxe, on a beaucoup également de contenus qui sont là pour inspirer et qui n'ont pas forcément vocation à transformer. Ensuite, il y a la beauté. Et la beauté, d'ailleurs, est un des secteurs qui a beaucoup bénéficié de la crise avec l'équipement maison et la partie plus fashion. Et donc ensuite, sur le bas du podium, sur la partie consommation mobile, on a vraiment les services financiers, le B2B et l'industrie, les industries en général. Sonia, nous avons tous remarqué clairement aussi que les sites web changent souvent. Pourquoi les marques les changent régulièrement, les marques et même la plupart des commerçants, et refont carrément toutes leurs interfaces? Parce qu'elles ne doivent pas mourir. Donc, pour survivre, elles sont bien obligées de, être dans l'air du temps et donc d'évoluer avec les usages de leurs consommateurs. Usages qui sont essentiellement dictés par des champions du web. On va reciter Amazon, mais on pourrait citer d'autres marques qui sont pures digitales, là où les retailers ont tout un héritage à rattraper sur la partie site web. Et d'autre part, parce qu'aujourd'hui, elles ont la capacité justement à s'adapter à ces usages parce que elles sont équipées, elles ont de la donnée, et donc grâce à cette donnée, elles sont capables de réagir et d'être là pour répondre, voire idéalement anticiper les usages de leurs clients. Paul, chez Groupon d'ailleurs, vous refaites régulièrement votre site web, etc. On le fait en permanence. On travaille avec Content Square aux États-Unis pour l'application mobile.
Nous, c'est 77% de la consommation qui se fait sur mobile. Après, ce qui est logique avec notre métier, nous, on propose des offres et des services locaux. Quand on cherche un restaurant près de chez soi, c'est plus simple d'aller sur son mobile. Donc nous, l'usage mobile est très fort. On a 200 millions de personnes dans le monde qui sont porteurs de l'application Groupon. Donc on travaille énormément sur cette application et on la fait évoluer en permanence pour correspondre aux besoins des clients et justement essayer de comprendre quelles sont les informations prioritaires pour eux, pour qu'elles arrivent plus rapidement sur le mobile. Voilà, donc c'est vraiment important de faire évoluer le site et de correspondre aux usages des internautes. La remarque était très bonne sur aujourd'hui, les gens sont équipés de smartphones. Tout le monde a un smartphone. Je crois que c'est quasiment 91% de la population totale. Donc c'est vraiment là où aujourd'hui les choses se passent et c'est là où les gens consomment, vont, se promènent et c'est vraiment important d'optimiser le parcours sur le mobile parce qu'effectivement, acheter sur un téléphone, on peut se poser des questions. Donc il faut que les informations ressortent de manière très claire, que ça soit très précis et c'est pour ça que les applications ou les sites les plus connus vont forcément attirer plus de clients et générer plus de confiance. Pourtant, certains gros du secteur, comme le plus gros sans le citer, ne le fait pas ou peu et reste sur leurs acquis. C'est une prise de risque pour certains géants du secteur. C'est qui le plus gros qui n'est pas sur mobile? On parle d'Amazon. Ouais, on l'a cité tout à l'heure. Ouais, c'est le plus gros. Ils sont sur mobile aussi et on peut acheter sur mobile sur Amazon. Mais leurs interfaces se renouvellent pas énormément, clairement. Alors peut-être en termes de design, mais si on regarde au niveau des fonctionnalités, Amazon, ils sont quand même assez forts pour sortir. Et sur Amazon, vous pouvez acheter en un clic, ça s'adapte à vos paliers en termes de best in class, d'expérience client, et puis surtout ils sont quand même reconnus pour leur excellence opérationnelle en termes de service et de livraison, et c'est ce qui fait souvent qu'ils ont beaucoup plus investi dans ces services-là plutôt que dans de la pub. Mais la remarque est pertinente sur l'application, mais leurs services sont quand même très efficaces et les internautes s'y retrouvent, je pense. Puis sur Amazon, je pense aussi qu'il y a une idée d'intention. Pourquoi on vient sur Amazon ? Contrairement à des sites de marque ou autres, on va être moins dans une démarche de recherche d'inspiration. En fait, on vient sur Amazon, donc en effet, on sait où aller, où est-ce que je clique. Et le fait de peut-être pas faire trop évoluer ce design fait que le consommateur sait où il est. C'est l'idée en fait de la question, c'est ça. C'est qu'on a l'impression que certains gros ne changent pas trop pour pas perdre peut-être des clients. Voilà, parce que les gens ont toujours été un peu réfractaires au changement. En Allemagne, Amazon est considéré comme un moteur de recherche, en fait. Il représente à lui seul 60% du e-commerce. Enfin, ça, c'est un chiffre d'il y a 2 ans. Il a encore augmenté. Donc, on va, en fait, à partir du... Et d'ailleurs, avec un peu de recul, quand on observe comment fonctionne le site Amazon, c'est vraiment que l'équivalent d'un moteur de recherche, en fait, avec des résultats qui s'enchaînent, encore une fois. Et donc, tout l'effort est porté là-dessus. Paul, justement, quels outils, vous, pour revenir un petit peu sur le tracking de la clientèle, par exemple, vous utilisez, vous, chez Groupon, pour connaître donc votre clientèle et mieux cibler aussi les opérations marketing de Groupon? Alors nous, c'est très important de connaître les clients parce que, comme je vous l'ai dit, on offre des services locaux, c'est-à-dire qu'on va proposer des produits à 50 à 5 km de chez vous. Donc on va essayer de collecter le maximum de données et d'informations. Le but, c'est d'envoyer la bonne offre à la bonne personne. Si vous êtes passionné de voitures, Luc, je vais vous envoyer des courses de circuit automobile ou pour tester des voitures. C'est assez logique. Mais tout ça, on va utiliser des services. On utilise Content Square. Je pense qu'on a travaillé. Je ne crois pas qu'on utilise Avis Vérifié, mais on a travaillé avec d'autres sites qui permettent de collecter des avis. D'ailleurs, beaucoup de professionnels chez nous, les restaurateurs, les coiffeurs qui nous utilisent, se servent de Groupon pour faire des opérations, acquérir une nouvelle clientèle et collecter des avis qu'ils vont pouvoir ensuite poster sur leur site ou poster sur leurs réseaux sociaux. Donc la collecte d'avis, c'est vraiment un sujet extrêmement important et effectivement pour le commerce local. Donc ça, c'est vraiment un des points très importants. Après, on essaie de se tenir au courant de tous les outils qui permettent d'optimiser notre site, d'optimiser la navigation, les interfaces pour les clients. Internet va très vite. Il faut essayer de voir où sont les clients, quels sont leurs usages et s'adapter pour leur proposer les choses les plus simples, les plus efficaces et sans les perdre. Et effectivement, il faut aussi s'adapter à l'âge de son audience ou à leur pratique. Les consommateurs ont un besoin de transparence et d'authenticité. Comment on peut leur assurer ça, Pascal ? Encore une fois, outre les éléments qu'on a évoqués en début d'émission, moi quand je raisonne transparence et authenticité, encore une fois, c'est quoi de plus transparent que, encore une fois, la voix de ses clients. C'est vraiment, je pense, l'élément qui est clé. Et d'ailleurs, le chiffre que vous avez cité est entre-temps encore plus élevé. C'est 92%
des internautes qui consultent des avis avant d'acheter. On voit d'ailleurs, c'est hyper intéressant que les vidéos consommateurs prennent de plus en plus d'importance et qu'on accorde aussi plus de confiance à une vidéo réalisée par un consommateur plutôt que par une vidéo de marque. Et pour aller plus loin dans cette authenticité, cette authentification, de notre côté, on pense, je l'évoquais tout à l'heure, utiliser la technologie blockchain qui se prête parfaitement à cette traçabilité, à réussir à apporter des éléments Pour supplémentaires. vulgariser, la blockchain, c'est quoi pour nos auditeurs? C'est comment C'est compliqué, hein. Pour le dire de façon simple. Alors déjà, c'est un protocole, la blockchain, on va dire, qui permet d'authentifier des transactions. Être sûr que c'est vraiment la transaction. Oui, avec plusieurs process de validation qui sont indépendants les uns des autres. Inviolables, etc. Par exemple. Et donc, cette technologie, nous allons l'utiliser pour aller vraiment pour remonter jusqu'à la traçabilité de la transaction et pouvoir apporter une garantie supplémentaire et pouvoir dire cet avis est un avis authentique. Et non seulement c'est bien la bonne personne à l'autre bout, c'est celle-là et pas une autre qui l'a mis. Il n'a pas été modifié par le site. Exactement. Et d'ailleurs, on est tenu à partir du moment où on publie des avis clients pendant une certaine durée qui est légale, on est tenu d'être à même de pouvoir recontacter un client qui a laissé un avis pour prouver qu'il s'agit bien d'un client authentique qui se cache derrière cet avis. Oui, parce que, juste une petite chose, il y a le problème des faux avis, justement. Eh oui. Qui polluent les... Ça. C'est tout. Oui, alors, le problème, on voit, encore une fois, décidément, on va beaucoup parler d'Amazon ce soir, mais en même temps, il est difficile de parler d'e-commerce sans parler d'Amazon, donc allons-y, franchement. On va parler beaucoup Groupon aussi, après on aura Paul, il va nous expliquer pas mal de choses. C'est l'autre best in class, Groupon, je dirais. Alors, il n'avait personne pour venir ce soir, mais sinon, il serait venu. Non, mais Groupon, ils sont... Amazon, je parle. Groupon, Groupon est là, quand même. Ils sont parmi nous. Mais quand on voit, il y a eu un bad buzz, avec Amazon récemment sur des faux avis, et alors que Amazon dépense des millions pour, garantir la véracité des avis qu'il communique. Et d'ailleurs, ça a été aussi un des premiers acteurs qui a publié des avis sur son site. Donc oui, il y a toujours des failles qui sont possibles. Et encore une fois, faut-il se fier à l'acteur au tiers de confiance qui va opérer ses avis. Après, il est assez simple quand même de repérer de faux avis. Souvent, il y a beaucoup d'énergie déployée pour publier de faux avis, mais on les reconnaît assez facilement. Ils sont dithyrambiques, les notes sont excellentes et on repère aussi facilement que, comme par hasard, ils ont tous été générés dans un temps très court, par exemple. Et c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir des avis négatifs, parce que finalement, les avis négatifs qui sont publiés ne font que souligner la véracité des avis positifs. D'une façon générale, plus de 80% des avis laissés par des clients authentiques sont positifs. Donc, raison de plus pour les marques de faire confiance à leurs clients et d'accepter l'idée que leurs clients sont là pour les faire grandir aussi. Merci beaucoup, on revient dans quelques secondes. Avis, partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Et donc on l'a dit, nous avons par téléphone Paul Chopin de Janvry qui est responsable du développement commercial chez Groupon. Déjà, Paul, pouvez-vous nous présenter, tout simplement, ou représenter à tous ceux qui ne le sauraient pas, le site en quelques mots et nous refaire déjà les grandes lignes de l'historique de Groupon? Groupon, c'est un site qui est vraiment le catalogue de bons plans, de bonnes affaires, d'endroits, de lieux à découvrir près de chez vous. L'idée un peu innovante qui s'est lancée il y a 10 ans, c'est comment faire la promotion des commerces locaux et comment les aider à communiquer sur Internet. Et à l'époque, la promesse, c'était plus vous êtes nombreux, moins ça coûte cher. C'est-à-dire que c'était ce qu'on appelait l'achat groupé. Très rapidement, cet achat groupé a disparu et l'idée est passée plutôt sur de la vente événementielle. C'est-à-dire qu'un restaurant qui s'ouvre dans une ville, qui a un nouveau chef, va faire une opération de communication avec une vente spéciale, une vente événementielle autour d'un menu ou d'une offre spéciale. Le but pour lui,
c'est de se rendre visible auprès d'une audience digitale à proximité de son établissement et de donner envie aux gens de passer la porte de l'établissement et de devenir un client du restaurant et de collecter ensuite des avis, des informations et faire en sorte que ce client soit un client qui revienne régulièrement. Donc aujourd'hui, sur Groupon, vous allez trouver tout ce que vous pouvez faire ou tout ce qu'on pouvait faire pour s'occuper de soi, pour voyager, voilà. Donc c'est vraiment une marketplace, mais c'est une marketplace non pas de produits, c'est avant tout une marketplace de services et de loisirs. Vous venez d'en parler rapidement des achats groupés. À la base, c'est l'idée de Groupon au départ, entre consommateurs pour avoir les meilleurs prix. Comment ça fonctionne ? L'idée de base, c'était pour la promesse qu'on faisait, c'était aux restaurateurs, faites-nous une offre intéressante et on ne la validera que si 40 ou 30 personnes sont intéressées. Parce que voilà, c'était le principe de cet achat groupé. Et comme ça, lui, il avait la garantie d'avoir 40 personnes qui allaient découvrir son établissement. On a été très vite dépassé par le succès des offres promotionnelles. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de minimum d'acheteurs. Aujourd'hui, c'est vraiment, on parle de vente événementielle. Il n'y a pas besoin d'être regroupé. En fait, on se regroupe naturellement avec les autres internautes. Et c'est plutôt des ventes événementielles ponctuelles dans le temps pour faire un coup de projecteur sur son établissement. Et nous, le concept dont on n'a toujours pas beaucoup parlé, c'est le drive to store. Le but, c'est d'aller chercher les internautes et de les faire venir dans les magasins physiques. Donc, on peut aussi les faire venir sur des sites internet. On travaille aussi avec des sites internet, mais voilà, c'est l'idée, c'est de joindre le digital et les commerces physiques. Donc Groupon, c'est aussi des ventes privées, des deals du jour, une activité historique, clairement de Groupon, on vient de le dire. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs le deal du jour et comment ça fonctionne ? Alors le deal du jour, maintenant, je crois qu'on est actuellement 4000 offres sur le site en ligne aujourd'hui. Chaque jour, on va publier de nouvelles offres. Donc tous les matins, si vous recevez notre newsletter ou si vous venez sur l'application, vous allez voir de nouvelles offres apparaître. Peut-être un zoo qui est à côté de chez vous, un restaurant, un coiffeur. Et c'est un peu cette idée du deal du jour, c'était un peu l'offre qui vous apparaît en premier et qui, normalement, on l'espère, va vous plaire et va vous donner envie, de l'acheter, mais surtout ensuite de tester l'expérience et de vivre l'expérience chez ce professionnel. Donc c'était notre modèle historique, c'était une offre envoyée aux 2 millions de Parisiens qui étaient inscrits chez nous. Aujourd'hui, c'est plutôt des milliers d'offres envoyées aux millions de Parisiens qui sont inscrits chez nous en essayant de matcher l'offre et la demande. Comment Groupon est organisé ? Vers quel business model s'oriente-t-il maintenant ? Alors, on s'adapte. Cette crise nous apprend beaucoup. Donc, on essaye d'aller vers les secteurs qui ont besoin de notre aide. Donc, on avait assez peu de ventes en livraison ou à emporter. C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé pour les restaurateurs. On était plutôt connu pour la restauration avec de la restauration à table. Donc, on a développé des technologies, on a mis des services en place pour aider les restaurateurs. Le voyage a été aussi très fortement impacté. Donc, tous les voyages longue distance se vendent moins. Donc, aujourd'hui, on va privilégier beaucoup tout ce qu'on appelle les city escapes, les petits week-ends proches de chez vous, des petits hôtels, etc. On s'adapte en permanence à notre secteur. Notre cœur de business, ce sont vraiment les offres d'expérience et locales et de services. On a une partie vente de produits, mais qui aujourd'hui se réduit et on donne vraiment tout le poids à notre ADN sur ce business qu'on appelle les offres locales ou encore des offres nationales. Les offres nationales, c'est simplement les mêmes offres locales, mais avec des chaînes. Typiquement, on peut travailler avec des chaînes de restauration, avec des sites internet. Et là encore, on va donner envie à des clients de découvrir ces chaînes ou ces sites et de venir tester les produits. Et là encore, ils vont collecter des avis. On est toujours sur une logique de communication, acquisition de clientèle, et ensuite c'est aux professionnels qui nous utilisent de fidéliser cette clientèle. Et justement, on va parler du commerce local avec Groupon. C'est justement un des axes de développement de Groupon. Comment avez-vous accompagné vos partenaires pendant la crise sanitaire que nous avons traversée et que nous traversons d'ailleurs toujours ? Alors, on a essayé de les adapter au mieux en fonction des moments. Au premier confinement, on a beaucoup travaillé à mettre en avant des chefs, alors pas à travers leur cuisine, mais plutôt à travers leurs recettes. On voulait qu'ils gardent le contact avec les internautes. On a été référencé aujourd'hui par l'initiative du gouvernement Clique ton commerce, qui permet d'aider les professionnels à se digitaliser. Donc aujourd'hui, on propose des commissions extrêmement avantageuses, c'est-à-dire que nous avons baissé les prix de notre service pour vraiment aider tous les professionnels qui le souhaitent à lancer des opérations de communication et à communiquer. On essaie vraiment d'être au service de ce tissu économique local parce qu'on sait qu'il a besoin de nous. Donc on les accompagne pour les réouvertures, pour les déconfinements, pour les reconfinements. Pour les clients, naturellement, on a prolongé l'ensemble des validités des offres, c'est-à-dire qu'on les a étendues
On a facilité les conditions de remboursement si les clients ne pouvaient pas utiliser. Voilà, on a vraiment essayé d'être le plus flexible possible pour que le digital soit vraiment un soutien au commerce local et ne soit pas perçu comme un ennemi. Et vraiment, aujourd'hui, on sent que ils le comprennent et il faut continuer à accompagner ce mouvement. Il faut que les consommateurs l'accompagnent aussi. Vous en parliez tout à l'heure, parfois on regarde sur son téléphone et on va en magasin, ou on peut faire l'inverse, parfois on va en magasin et ensuite on finalise sur le téléphone. L'important, c'est que tout ça, ça soit du commerce et que ça aide les gens qui y travaillent à se développer. Des commerçants locaux aussi, aujourd'hui, utilisent des marketplaces comme les nôtres pour se faire connaître. Très bien, effectivement, Paul, on continue un petit peu dans cette logique. Comment on peut rapprocher les consommateurs et les commerçants locaux? On va demander un petit peu l'avis après à tout le monde. Et comment vous arrivez à mettre en avant ces commerces locaux? Nous, on essaye vraiment de mettre en avant leurs points forts. Donc, une offre, un deal, c'est des photos, ça peut être des vidéos, c'est un texte de présentation, c'est le contenu de l'offre qui doit être très clairement expliqué. Et on va vraiment pousser tout ce qui est leur contenu. On va mettre en avant leur site internet, on va mettre en avant les avis qu'ils ont déjà collectés. Le but, c'est vraiment de faire... Le direct, on va rappeler Paul, petite coupure. Jean-François, un avis justement sur ça. J'allais faire le tour de table sur comment on peut mettre en avant les commerces locaux. Il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, il y a les réseaux sociaux qui sont un excellent moyen pour mettre en avant les petits commerces. Il y a bien sûr la création d'un site internet, je recommande fortement. C'est ce qu'on appelle un peu avoir pignon sur web dans le métier. C'est voilà, généralement c'est le trio gagnant. Le site internet, les réseaux sociaux et puis une communication. Tout le contenu qui va aller avec va permettre d'améliorer le positionnement et d'amener une clientèle connectée. On a retrouvé Paul au téléphone, c'est le direct. Paul, ouais, ça a coupé. Le téléphone, le digital, ça fonctionne mieux. Non, désolé pour la coupure. Le but, c'est vraiment de mettre en avant les commerces locaux, de les faire connaître, de faire connaître leur savoir-faire, de donner envie aux clients de les tester, de les découvrir, parce qu'on sait qu'un client qui découvre grâce à une première expérience, qui est souvent où il va être attiré par un prix ou par une découverte, si le client est conquis, ça va devenir un client fidèle de cet établissement. On passe tous les jours devant des restaurants. Est-ce qu'on va les tester tous? Non. On va parfois tester celui qui nous fait un clin d'œil ou qui va communiquer sur Internet pour se faire connaître. Et si le serveur est sympa, que le restaurant se passe bien, que la cuisine est bonne, a priori, vous allez devenir un client régulier de ce restaurant. Il y a une offre qui existe chez Groupon pour développer son marketing pour son commerce, Groupon Merchant. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça fonctionne? C'est vraiment toute l'idée de Groupon, c'est d'accompagner les commerçants locaux pour les aider à communiquer sur notre site et vraiment à réfléchir aux opérations. Un coiffeur qui ouvre, un coiffeur qui va embaucher une nouvelle coiffeuse ne fera pas forcément les mêmes offres. Et donc, on va leur donner des conseils. On a une équipe commerciale, naturellement, qui s'en occupe. Ensuite, on a des équipes de personnes qui vont les aider à rédiger les offres. On a des gens qui vont les aider pour mettre en avant les photos. Vraiment, notre but, c'est de les accompagner à rendre plus visible leur marque, à rendre plus visible leur contenu et à se développer. Et après, naturellement, on partage tous ces contenus. Donc, on a une page qui est dédiée aux professionnels où d'autres professionnels vont partager les bonnes opérations, les bons conseils. On va partager aussi des conseils plus génériques sur les mesures de protection du Covid à mettre en place, etc. On est vraiment là pour aider les commerçants à passer le pas du digital, à l'utiliser et après ils vont pouvoir se développer eux-mêmes, peut-être en installant un site, peut-être en créant leur propre site, peut-être en collectant des avis. Nous, on a destination à les mettre en avant ponctuellement quand ils ont besoin de nous pour attirer une nouvelle clientèle. Ouais, c'est pas du tout le même mode de fonctionnement que, on l'a cité tout à l'heure, que Amazon, où là c'est vraiment de la marketplace pure et dure. Là, vous mettez en avant les sites des commerçants locaux. C'est de la marketplace, mais c'est de la vente de services. Ouais. C'est-à-dire que nous, on vend un service. Malheureusement, un service, pour l'utiliser, il faut aller dans le point de vente. Mais Amazon vend aussi des services, ils peuvent les mettre en avant. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est les premiers, nous, à avoir aidé les commerces locaux à se développer. Il y a d'autres sites, La Fourchette, Balinéa, qui vont faire ce genre de choses. Mais ce sont c'est le même achat pour un client, parce que l'achat s'effectue chez Groupon. C'est-à-dire que vous achetez un coupon qui donne droit à une prestation chez un commerçant. Donc c'est quand même un acte d'achat d'e-commerce. Petite question, subsidiaire, pour savoir un petit peu comment ça marche, clairement, dans les coulisses de Groupon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Paul, comment ça se passe, par exemple, dès qu'on commande quelque chose sur votre site?
Alors, quand vous achetez un coupon, c'est simple, vous allez sur le site, vous trouvez l'offre qui vous plaît, un produit, un voyage ou un hôtel ou une nouvelle coupe de cheveux, et vous achetez le coupon. Ce coupon, il va être téléchargé, il va être disponible, vous allez le recevoir, et sur ce coupon, vous allez avoir toutes les conditions qui sont déjà indiquées dans l'offre, mais qui vont vous rappeler les conditions pour utiliser ce coupon. Parfois, il faut prendre une réservation, parfois, il faut se rendre simplement dans le point de vente, ou parfois, il faut simplement attendre que le produit soit livré chez vous. Donc, le but, c'est vraiment de créer cette mise en relation entre un professionnel et de donner cette information. Le but, c'est que ça soit le plus simple possible. Donc, on a créé par exemple un outil de réservation qui est mis à disposition de tous les professionnels qui pourraient en avoir besoin. Ils n'ont pas tous un outil de réservation. Ça leur permet de passer moins de temps au téléphone et pour les clients, ça permet de garantir les disponibilités quand ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'ils vont savoir exactement quand est-ce que leur coiffeur ou leur massage est disponible. Merci beaucoup, Paul, pour toutes ces informations. Mylène ? Oui, parfait. Pas une petite réaction, je crois. Un utilisateur de votre site qui effectivement, après, n'a pas été bien reçu chez le commerçant en question. Comment on peut faire ? Alors, le plus important, c'est on travaille avec des commerçants locaux, donc un chef mal luné, une entrecôte un peu trop cuite, ça arrive. La première chose, c'est de nous contacter, parce que nous, on va vérifier si c'est quelque chose de récurrent, si jamais l'offre est de mauvaise qualité, parce qu'il y a un problème temporaire, naturellement, on va la supprimer. Nous, on va voir avec le client ce qu'il souhaite faire, est-ce qu'il souhaite être remboursé, est-ce qu'il souhaite vivre une nouvelle expérience. Donc parfois, on va lui proposer d'être remboursé en avoir Groupon pour pouvoir... Le but, c'est que l'expérience se passe bien. Une opération qui se passe mal, ça n'a aucun intérêt, ni pour le professionnel qui nous utilise, ni pour le client. Donc on va trouver une solution. Et aujourd'hui, nous, on est très vigilants, même en amont. C'est-à-dire que les commerciaux qui travaillent sur Groupon visitent les établissements, les surveillent, regardent les avis qui existent déjà. Le but, c'est de diffuser des offres qui soient pertinentes pour nos clients. Donc, on est très vigilant sur les offres qu'on propose, on est très vigilant sur l'exécution de l'offre et on sert d'intermédiaire. Et donc, on va appeler. Aujourd'hui, les problèmes sont souvent très minimes vous verrez sur Groupon, vous pouvez aussi laisser un avis sur le professionnel qui vous a reçu. Et parfois, des avis sont... et plus de 90% des gens les consultent, les avis. Exactement, non, mais c'est toute la logique. Et une fois de plus, nous sommes là pour régler le problème et pour vérifier si c'est un problème ponctuel ou un problème plus grave. Et comme tout site e-commerce, on a des garanties pour rembourser les clients. Donc, vous pouvez acheter... C'est l'intérêt de passer sur des grands sites, c'est que vous pouvez acheter en confiance et en cas de problème, vous avez des gens qui vont vous aider à trouver des solutions. Souvent, on regrette qu'il y ait des problèmes, mais malheureusement, on ne peut pas toujours assurer que la coupe de cheveux soit réussie, même si dans à peu près 99% des cas, c'est toujours le cas. Ça peut être une appréciation aussi, effectivement, personnelle. Exactement. Merci, on se retrouve dans quelques secondes. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Jean-François Legras, vous êtes gérant de Jeff Concept pour la création de sites e-commerce. Nous avons eu beaucoup de témoignages d'auditeurs qui souhaitent se lancer dans le e-commerce, du commerçant classique avec un magasin physique ou simplement sans avoir de façade commerciale. La plupart des gens ont carrément peur souvent de se lancer. Pourquoi ? Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner pour se lancer dans le e-commerce et quels sont les pièges à ne pas tomber ? Il y a beaucoup de points à voir là-dedans. En fait, premièrement, c'est connaître son marché. C'est savoir quel est le produit qu'on peut proposer à sa clientèle. Est-ce qu'on va être compétitif ? Je ne parle pas forcément en termes de prix, je parle aussi en termes de service, en termes de délai d'envoi, en termes de gestion de stock. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est gérable ? Voilà, dans la mesure du possible, je recommande vraiment de se lancer dans l'e-commerce parce qu'il y a vraiment un gros potentiel derrière et ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Voilà. Pourquoi les gens ont peur de... Oui, pardon. Oui. Il y a, juste un point avant de se lancer dans le e-commerce, avant de vendre, avant de penser à la vente, il faut avoir conçu son après-vente. Ça, c'est clé, en fait. Donc, et c'est vrai qu'on est souvent... J'ai régulièrement été confronté à des personnes qui voulaient se lancer dans le e-commerce et quand on met en avant ce sujet d'après-vente, il y a toujours le côté oui, mais non, mais c'est bon, mes produits sont de qualité, etc. Peu importe. Produits de qualité ou pas, les taux de retour peuvent être assez élevés dans le e-commerce, enfin, sont même plutôt élevé et parce que je crois qu'on peut c'est 14 jours le délai pour retourner son. C'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas vu on n'a pas palpé l'article. C'est plus du retour et je crois que c'est 70% le taux de retour chez des plateformes comme Sarenza par exemple. Ouais. Donc encore une fois, et il faut que cette après-vente soit mais vraiment
millimétré et hyper bien organisé, sinon vous allez crouler sous la gestion de conflits d'après-vente, donc avoir des mauvais avis, donc moins vendre et donc arrêter rapidement votre e-commerce. Absolument. Très bien, il n'y a pas des pièges, des choses quand on se lance dans l'e-commerce à savoir, à connaître? Non? Il y a toujours des pièges de partout, comme quand on se lance dans une opération, je veux monter une boutique, et il y a des pièges à éviter. Il y a toujours cette partie, cette notion de est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce que je suis capable de gérer? Est-ce que je suis capable de passer du temps? C'est le temps, la notion la plus importante finalement là-dedans. On va en parler. Voilà. C'est pas parce que c'est du e-commerce que en fait la boutique va tourner toute seule, que les produits vont s'envoyer toutes seules, qu'on va répondre aux appels, que les avis vont se répondre tout seul également. Mais oui, gérer la prévente comme l'a dit Pascal aussi, c'est très très important. Oui, et en plus, il y a quand même derrière toute la démarche marketing à mettre en place. Donc, qui va communiquer sur les réseaux sociaux, qui va s'occuper de remplir les fiches produits, il y a toute cette partie-là qui est très importante. Si on accepte de passer ce temps-là, il y a vraiment beaucoup de potentiel sur le e-commerce, mais c'est énorme. Ouais, parce qu'on passe, en fait, faut pas croire, les gens qui font du e-commerce passent énormément de temps derrière, en back-office. Oui, absolument. Moi, je connais même certaines entreprises qui ont commencé avec du e-commerce, qui ont ouvert une boutique physique et finalement, ils se disent, j'ai pas le temps de gérer les deux, je vais m'occuper que du e-commerce. C'est combien de temps en moyenne pour gérer une boutique de e-commerce par jour? Par jour, c'est un temps de travail habituel. Si j'ai 10 heures de libre dans ma journée, je vais y passer 10 heures. Tout le temps que je vais y passer dessus va me permettre d'améliorer mes résultats. Très bien. Jean-François, du coup, quand on se lance dans le e-commerce, il y a les grosses plateformes. On ne les citera pas ce soir, mais il y en a plein. Et puis, il y a aussi des sociétés comme la vôtre, proches des gens. Quels sont les avantages, clairement, de passer par vous ou vos confrères? Et Pourquoi faire réaliser son site par des professionnels et quels services ils proposent? C'est tout le service de suivi, vraiment le côté humain, le rapport humain. Est-ce que derrière, il y a un véritable suivi? Est-ce qu'une fois que le contrat de garantie est terminé, est-ce qu'on passe forcément sur un abonnement payant? D'ailleurs, abonnement payant, c'est une notion qui est un peu particulière dans la création de sites. Parce que, pour moi, un site, ça s'achète. Oui. Pardon. Pour moi, un site, c'est une prestation qui s'achète. Et puis après, derrière, il y a un service après-vente normal qui en découle. Effectivement. On va dériver sur la partie un petit peu juridique, je pense. Oui, en parlant de transparence, depuis mai 2018, le règlement général sur la protection des données, RGPD, qui est imposé en Europe, les e-commerçants doivent donc s'y soumettre. Vous avez bien remarqué depuis quelques temps, sur la plupart des sites internet, on vous demande votre consentement d'accepter ou de refuser certains cookies. Oui, Christophe, qu'est-ce qu'on risque, qu'est-ce qu'ils risquent, les commerçants, s'ils ne le font pas? Le risque qu'il y a, c'est toujours le risque pénal, c'est-à-dire que dès lors qu'on ne respecte pas la loi, eh bien on a des poursuites qui peuvent être effectuées. Et je rappelle que, étant donné qu'on est sur un traitement automatisé, alors quand on dit traitement automatisé, c'est pas collecte des données de manière automatique. Voilà, ça peut être même sur un registre, c'est pas de manière informatique, parce que c'est l'idée que l'on a. Dès lors que l'on collecte des données, que ce soit là c'est par voie informatique, mais que ce soit après transmis dans un fichier, même un fichier papier, on est tenu de respecter, d'abord d'informer les personnes que leurs données vont être collectées, d'avoir leur accord pour cette collecte, parce que l'accord il est quand on leur indique. Et si on ne le fait pas, eh bien on a les articles du code pénal qui peuvent vous punir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, par exemple, si vous ne le respectez pas. Ah oui, quand même, effectivement. Justement, c'est totalement raccord avec la question suivante, parce qu'on est clairement toujours épié, surveillé, même sur tous les sites internet que nous visitons. Toujours dans le but, on en a parlé rapidement tout à l'heure, d'offrir quand même la meilleure expérience. Si on veut me proposer une voiture, par exemple, on va me voir que je vois peut-être plein de sites de voitures ou autres. Personnalisé, c'est clairement ça. Jean-François, vous pouvez expliquer à vos clients comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Oui, bien sûr. En fait, ça fonctionne avec des cookies. Un cookie, c'est un petit fichier qui s'installe sur le téléphone ou sur l'ordinateur et qui va permettre de retracer le parcours du client et d'enregistrer ses données pendant un certain temps. Le cookie est ensuite utilisé par différents sites pour proposer une expérience personnalisée à l'utilisateur. Bien sûr, après, il existe différentes familles de cookies, dont certaines qui sont jugées en tant que commerciales et qui permettent vraiment d'aller chercher le produit ciblé par le client pour lui reproposer derrière en remarketing, comme on appelle.
Effectivement, Sonia, je vais préciser Oui. quelques trucs en Alors, plus là-dessus. nous, en Sur le effet, tracking. on épie en quelque sorte nos clients, mais à la différence qu'en fait, on va pas du tout être dans l'observation d'individus, mais de type d'audience, donc de segment d'audience. Et donc, en fait, là, on est 7-8 là autour de cette table. Et je pense que chacun de nous va avoir un comportement qui est différent si on devait aller sur le même site. Néanmoins, on a plein de jumeaux, on va dire, qui vont se comporter de la même façon que nous. Et donc, de là, on va tirer des enseignements, donc ce qu'on appelle les insights de typologie de personnes, mais qu'on va même pas définir par des critères type ce sont des Parisiens de 25 à 30 ans. Non, c'est vraiment, on est sur l'analyse du comportement. Et donc derrière, on Le va temps en qu'on tirer passe sur un site, là où on clique, les gens, tout ça, tout est surveillé, traqué. tout ce qu'on fait, tout le survol de l'écran ou alors les coulisses. mouvements oui, du carrément, doigt. les Ouais. mouvements de la souris, tout Exactement, mais Ouais. jamais à l'individu. Donc vraiment sur des ça. segments de population. La loi, les lois. On n'essaie pas, on respecte la loi évidemment. Oui, c'est sûr. Et donc de là, de se dire, ben voilà, j'ai 5 grandes familles d'utilisateurs sur mon site web. Donc j'ai des personnes qui sont très hésitantes, j'en ai qui sont des habitués, donc qui sont comme à la maison et qui savent exactement effectuer un parcours de bout en bout sans se poser de questions. Ah oui, donc vous arrivez à analyser le parcours du consommateur de A à Z. De Son A chemin à Z, qui va. exactement. Et donc derrière, de permettre à nos clients d'améliorer cette expérience pour générer beaucoup plus de fidélité, et notamment dans notre époque où en 2020 justement c'est l'expérience qui a généré de la fidélité, non pas envers les marques mais justement envers les sites des marques. Donc en fait maintenant le site est complètement le générateur de fidélité des marques qui n'ont que ou presque plus que ce canal pour faire rêver leurs clients. Donc clairement, quand on se dit qu'on est épié sur les sites internet, c'est clairement ça. Le parcours, les clics, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu dans les coulisses de comment ça fonctionne ? Alors, juste pour préciser, là, donc quand on dit se faire épier, donc il y a deux types. Observer. Oui, observer, analyser. C'est observer, mais c'est surtout dans cette optique de vouloir délivrer une meilleure expérience. Donc c'est aussi au bénéfice du client. On parlait des avis qui sont là pour c'est générer... pas pour orienter un peu les achats des clients aussi quand même. Alors après ça, bien sûr, les marques décident. Parce qu'il y a des marques qui mettent peut-être plus de moyens et plus d'argent, donc elles vont apparaître elles seront plus mises en avant que certaines autres, par exemple. Vous voulez dire mais là sur on utilise un peu cette surveillance pour cibler des publicités en fait au final aussi. Alors non, parce que là on est vraiment, en tout cas dans le contexte dans lequel moi je parle, on est vraiment sur le site de la marque. Donc on va pas aller regarder ce qui se passe avant et ce qui se passe après. C'est une fois que le consommateur est sur notre site. Je précise juste que pour le règlement général sur la protection des données, c'est le premier article qui nous indique que la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. Et donc, après, on nous parle de l'économie. Donc, il y a une mise en balance, si vous voulez, entre la protection de la personne et donc de son intimité et les besoins économiques. Et donc, on est sur ce que vous dites, puisque moi, j'apporte un petit peu la voix de la personne lambda. C'est pour ça qu'on a des règles contraignantes et des sanctions, parce que pour protéger, on n'a rien trouvé de mieux, malheureusement, que la répression en cas de comportement déviant. Alors on avait Franck sur internet qui nous parle justement de ces pop-ups qu'on voit en fait quand on arrive sur un site internet. Vous savez, il y a accepter, refuser. En général, les gens se posent pas de questions, mais accepter, c'est quoi vraiment l'impact derrière ? Est-ce que si on va faire refuser, on analyse un petit peu moins nos comportements ? Jean-François, par exemple ? Oui et non. Oui et non. Comment être refusé ou analysé ? On va dire que si vous allez sur un site de qualité, la réponse est oui. Et si on va sur un site lambda, déjà, c'est presque rare de voir cette pop-up. Malgré qu'elle soit obligatoire, il y a très peu de sites qui suivent cette réglementation. Voilà. Après, il y a des choses où on voit publicité ciblée, des trucs comme ça, ou des trucs, je crois que c'est intérêt légitime qu'on peut enlever ou pas enlever. Certaines choses, des cookies fonctionnels qu'on peut pas enlever, par exemple. Donc en fait sur des sites, des gros sites, clairement il n'y a pas de souci avec ça. Des sites lambda, des fois ils peuvent soit pas le mettre, soit afficher quelque chose d'un petit peu bidon. Oui, après il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le fait d'analyser le comportement de l'utilisateur sur son propre site. On ne va pas l'analyser pour savoir comment il s'appelle et où il vit et qu'est-ce qu'il mange le midi. On va analyser son comportement en général, au même titre que les grandes surfaces l'ont fait depuis longtemps auprès des consommateurs.
Tout ça pour améliorer la qualité de service. Et puis après, derrière, il y a la partie commerciale. C'est elle qui est visée. Très bien. Voilà. C'est le fameux pixel de Facebook. C'est toute cette partie-là. On a Franck qui a une question pour Sonia. Si je me mets en navigateur privé, est-ce qu'on peut analyser mes recherches ? Très bonne question, ça. Bonsoir Franck. Alors oui, on va quand même. Alors en tout cas, non, je vais parler pour ma partie, mais après je pense que ça vaudra le coup de compléter. En tout cas pour Content Square, puisqu'encore une fois, on n'est pas sur de l'analyse de l'individu, mais de session. Donc et d'ailleurs Franck, si tu effectues une session sur Google Chrome, que tu quittes ton navigateur et que tu reviens, on ne saura même pas que c'est toi. Enfin, en tout cas, on ne va pas associer ça. On le voit comme un nouvel utilisateur. En tout cas, une nouvelle session. On saura en revanche que Franck est un utilisateur qui est revenu et non pas un nouvel utilisateur. Et oui, parce que par rapport à son adresse IP. Mais on ne saura pas que c'est la même personne. D'accord. Très bien. On passe rapidement à la suite. Hein. Tranquillement, on arrive doucement dans notre partie dans quelques minutes. On va refaire un petit focus sur les petits e-commerçants qui travaillent énormément, car derrière la façade des beaux sites web, nous sommes loin d'imaginer comment ça fonctionne, comment ça s'organise dans les coulisses du petit e-commerce. Quelle est la véritable charge de travail pour un e-commerçant ? Ouais, on en a parlé très rapidement tout à l'heure. Vraiment, c'est quoi, Jean-François, la vraie charge de travail ? C'est exactement la même charge que dans un magasin physique réel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un rideau qui s'ouvre le matin, il y a des gens qui vont rentrer dedans. Il y a il est ouvert 24/24/7 le rideau là. Oui, non, quand même pas. Il ferme la nuit généralement. Hein, c'est des humains. Ouais, pour commander, on peut commander sur un site. C'est oui, bien sûr. Oui, c'est l'avantage du derrière, service. oui, ça sera pas traité. Voilà. Mais par contre, il y a quand même toute la gestion du stock, les commandes, les retours, les encaissements, les vérifications des bons de commande, les expéditions, les emballages. Ça, c'est classique comme dans une boutique traditionnelle. À peu près, voilà, c'est exactement le. Mais il y a quand même une charge supplémentaire sur la gestion justement de la digitalisation, du numérique. Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a toute la partie commerciale qui va aller derrière. Un site internet par lui-même ne fonctionnera pas tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il faut l'appuyer derrière avec du référencement naturel ou payant. Il faut l'appuyer derrière avec des réseaux sociaux, avec de la publicité, avec toute cette partie qui est en plus finalement. Les avis après sur les achats, on en a parlé tout à l'heure. Les avis, ça vient en priorité. Lorsqu'on monte une boutique de e-commerce, est-ce qu'il y a des points juridiques à respecter ? C'est Théo qui nous demande sur notre Facebook. Déjà, déjà, il y a la capacité, on va dire la capacité de faire un acte juridique. C'est la première base. Ne pas avoir fait déjà avoir été dans des sociétés ou avoir été en liquidation, puisque c'est du commerce et donc il y a une police qui se fait au niveau du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance. Ensuite, comme vous le disiez, faire attention à tout ce qui est produit, parce que étant donné que vous êtes vendeur, alors c'est codifié dans le code civil. Dès lors que vous mettez sur le marché un produit, vous êtes aussi responsable de ce produit. Et on peut venir chercher votre responsabilité. C'est ce qu'on appelle la chaîne de responsabilité. Donc je souscris totalement à ce que vous disiez sur le fait que finalement, le e-commerce, ce n'est qu'un magasin. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas, que ce n'est pas physique. Mis à part cela, toutes les autres obligations restent. Et la première, c'est justement par rapport au produit, par rapport au refus à la sanction de la vente à perte, puisque vous n'avez pas le droit en France de vendre à perte. Donc faire attention à ce que vous faites et donc respecter aussi tout cela. Respecter, faire attention aux produits que vous mettez sur le marché parce que vous en êtes responsable. Bien voir ce qui est vos obligations en cas de retour de produit, puisque vous êtes tenu à une garantie légale et garantie notamment aussi des vices cachés. Puisque même si vous êtes e-commerce et que vous démarrez, vous êtes considéré comme professionnel et ne pas oublier que la personne qui vient est un consommateur et que donc c'est le code de la consommation qui s'applique et qui est extrêmement contraignant. Donc se tenir au courant. Parce que je pourrais en parler pendant très longtemps, mais se tenir au courant et au moins prendre l'avis d'un professionnel pour savoir à quoi vous engagez, parce que vous basculez, même si c'est du e-commerce, on enlève le i, vous êtes commerçant, avec tout ce que cela comporte. Pour conclure un petit peu cette partie e-commerce, une dernière question du côté de Sonia. Tiens, quels sont les nouveaux
métiers du e-commerce? Alors, je vais vous évoquer un métier qui est assez intéressant et qui vient réunir un peu ce qu'on s'est dit sur les enjeux d'expérience. Donc, c'est le métier de CRO, donc CRO. Oui, c'est en français, c'est en anglais? C'est en anglais. Alors, ça veut dire quoi? On va pouvoir le traduire. Ouais. C'est Conversion Rate Optimization. Donc, en fait, c'est une fonction que connaît très bien Pascal, d'ailleurs, parce qu'à l'époque où il était chez Voyage SNCF, cette entreprise était assez pionnière sur le fait de mettre en place cette fonction. Donc, c'est une fonction qui va être là pour faire évoluer la conversion de votre site. Donc, encore une fois, quand on dit conversion, qu'elle soit achat ou le fait que son site soit de plus en plus performant. Et donc, ça va passer par la bonne compréhension, justement, de tout ce qui s'y passe. Donc, avoir des données quantitatives, des données qualitatives, comprendre là où il y a de l'incrément à aller chercher. Donc, que ce soit en mettant en place de nouvelles fonctionnalités, en simplifiant les parcours, également en répondant à des enjeux un peu plus fondamentaux, comme des enjeux plus de performance technique, parce qu'on parle d'expérience, mais au-delà des parcours, enfin même avant les parcours, c'est de s'assurer qu'on a un site qui a un temps de chargement qui est satisfaisant, qui ne nous sert pas. Ouais, c'est un métier. D'accord. C'est un métier. C'est clairement un métier. C'est un un nouveau métier. voilà, où les jeunes peuvent se lancer dedans. Voilà. Comme on parlait il y a quelques temps de community manager, voilà, on a des métiers comme ça. Et donc ça va jusqu'à mettre en place des stratégies d'expérimentation, donc de l'A/B test, et derrière tout ce dont on parlait aussi à vocation plus commerciale, de mettre en œuvre des scénarios de personnalisation, recommandation de produits. Et donc cette personne est mesurée sur sa capacité à faire performer de mieux en mieux le site ou l'application de l'entreprise. Un autre métier qui est marrant et qui est apparu cette année, enfin l'année dernière plutôt, on parlait de click and collect, call and collect, drive to store. Donc c'est pilote de drone pour livrer les colis. Mais non, mais c'est le métier du téléshopping. En fait, il y a quelque chose qui arrive très fort depuis l'Asie, et notamment qui est arrivé par les marques de cosmétiques en France et en Europe. C'est la partie live shopping. Donc vraiment d'avoir des moments forts de vente animés par des animateurs, des animatrices, où les clients et les clientes se connectent et ont la possibilité d'acheter. De show mais vraiment vidéo, le téléshopping tel qu'on le connaît. Mais sur un site web. Mais sur un site web. Okay. Il y a PMU aussi qui vient de mettre ça en ligne. Je vous invite à aller voir, ça peut être marrant. C'est nouveau. Voilà, Ce sont des nouveaux métiers. Impeccable. Allez, on va passer à notre dernière partie. On se retrouve dans quelques secondes. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75, et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Faut qu'on en parle, dernière partie. Après vous avoir éclairé sur les dessous du e-commerce avec nos invités, on va faire maintenant un focus sur la réception des commandes et la surconsommation d'appareils électroménagers. Comment être remboursé en cas de besoin? Doit-on toujours jeter nos appareils et consommer davantage? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Stéphane de Vaux-en-Velin du côté de Lyon. Personnellement, la réparation pour moi, c'est d'un autre temps. Aujourd'hui, pour moi, quand un appareil est en panne, on en achète un autre. De toute façon, tout est fait pour qu'il ne dure pas. On n'a pas le choix. Antonin de Tournefeuille, sur le principe, je trouve que réparer ces appareils, c'est bien. Mais soyez réaliste, la technologie évolue. Vous imaginez encore avoir le lave-vaisselle de votre grand-mère? Oui, les appareils étaient increvables avant, mais complètement dépassés en termes de technologie et pas écologique du tout. On a Émilie d'Arcachon. Je suis très sensibilisée à l'écologie. Pour moi, je trouve ça aberrant de jeter des appareils qui n'ont vécu que 2, 3 ou 5 ans maximum. C'est du délire complet. Juste pour une histoire d'argent, de croissance. Réagissons et un grand oui à la réparation. Lucas de Carquefou, j'habite à côté de Nantes et depuis que le temps sont durs, j'ai eu une panne de frigo, de lave-linge et aussi de lave-vaisselle à quelques mois d'intervalle. Bien sûr, plus de garantie, je me suis tournée vers un réparateur pas très loin de chez moi et pour vraiment pas cher, il m'a réparé mes appareils et ils sont repartis comme neufs. Nous avons donc parlé des sites de e-commerce. Commençons donc cette dernière partie avant de dériver sur les appareils, sur le suivi des livraisons. Déjà, si je ne reçois pas ma commande pour X raison, comment faire pour être remboursé, Christophe? Bien, alors, il y a la théorie et il y a malheureusement la pratique. La théorie, c'est que si
c'est un peu le leitmotiv de ce que je raconte depuis le début, mais le e-commerce, ce n'est qu'un contrat qui est adapté avec une nouvelle forme. C'est la forme du e-commerce, c'est-à-dire que on n'a pas de suivi physique. Le code de la consommation le prévoit, puisque c'est ce qu'on appelle tout simplement un contrat à distance. Donc, si vous n'êtes pas, si vous attendiez une prestation et qu'elle n'est pas arrivée, vous pouvez bien évidemment demander le remboursement. Ça, c'est le minimum. Vous pouvez aussi demander si la somme est relativement importante, parce qu'il y a une histoire de coût. Pourquoi pas intenter une action si vous n'avez pas obtenu votre remboursement et demander un préjudice. Par exemple, si vous attendiez vraiment quelque chose et que c'était important, vous pouvez le demander. Là, c'est la théorie. C'est à grands traits, mais le problème, il est double. D'abord, est-ce que l'entreprise, elle est en France ? Parce que pour pouvoir faire un procès, c'est un petit peu embêtant. Et puis après, même si la personne est en France, il y a un problème de solvabilité. Parce qu'une décision qui ne peut pas être exécutée, parce que, grosso modo, on fait une action en justice. Pourquoi ? Surtout en matière de commerce, c'est pour récupérer de l'argent. Si la personne en face est insolvable ou s'est placée en liquidation, ça risque d'être très très compliqué. D'où ce que l'on disait, de bien se renseigner sur l'entreprise avec laquelle on contracte, parce que si elle n'a pas beaucoup d'existence, il risque d'y avoir un risque de solvabilité sur, même si vous obtenez une condamnation, et encore plus sur le suivi, comme on le disait, par rapport au stock. On a une réaction de Noël qui nous demande si mon achat n'est pas conforme à la description. Y a-t-il des lois françaises qui permettent d'être remboursé ? Ah oui, bien sûr, puisque la base justement du contrat de vente, c'est de délivrer un produit qui est conforme aux attentes et à ce qui a été indiqué. Si le contrat, c'est quoi ? C'est une rencontre de deux volontés. Si vous avez décidé, sachant que le contrat doit être exécuté de bonne foi, et c'est ce qu'on appelle la force obligatoire du contrat, c'est-à-dire c'est la loi des parties. Je me suis engagé, par exemple, à avoir une voiture rouge. Si vous me livrez une voiture bleue, à ce moment-là, ce n'est pas conforme. Soit, donc, dans ce cas-là, soit il est possible de réajuster, soit, on demande la du contrat et on récupère normalement la somme. On a Elena sur Twitter qui nous a dit « Mon fils est allé sur des sites compromettants. Depuis tous les mois, j'ai des prélèvements que j'arrive pas à stopper. Est-ce que l'avocat de l'émission peut me donner 2-3 conseils rapidement ?» Alors, les prélèvements, d'abord, il y a quelque chose de très simple sur un prélèvement. Si c'est le compte de madame, elle peut très bien faire une opposition au prélèvement. Oui, effectivement. C'est la base. Ensuite, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Si elle fait opposition après, soit deux solutions, soit ils s'arrêtent, soit ils vont attaquer en justice. À ce moment-là, il faudra expliquer de pourquoi on a stoppé les prélèvements et peut-être dénoncer et faire retenir des pratiques commerciales agressives ou pourquoi pas une tromperie. Si je reçois une commande en mauvais état, qui est le responsable ? Est-ce que c'est le livreur, le site e-commerce ? Comment un site e-commerce gère le service après-vente dans ce cas-là ? Alors, les deux sont responsables, mais il y a un principe en droit français qui est qu'on peut on peut mettre en jeu la responsabilité de plusieurs personnes dès lors qu'elles sont intervenues. C'est ce qu'on appelle une chaîne de contrat. Donc, dès lors que vous mettez en cause deux solutions, vous mettez en cause le transporteur. S'il dit c'est pas moi, je l'ai pris, il peut soit lui-même appeler en garantie son co-contractant, soit vous pouvez très bien appeler en justice les deux en disant ils se débrouilleront, ou pourquoi pas demander une condamnation solidaire en disant moi j'ai été mal livré, je ne sais pas d'où ça vient, à eux de prouver qu'ils n'ont pas commis de faute, puisque en matière de transport de marchandises, on a normalement une obligation de résultat. Pascal ? Oui, mais de toute façon, maintenant, je pense qu'on n'a même plus besoin de se justifier quand on souhaite retourner un produit, un article. De toute façon, c'est pas bleu, rouge, cassé, pas cassé. Enfin, vous recevez votre produit. Sur des sites sérieux où il n'y a pas de souci. Il faut juste vérifier. Il y a des conditions par rapport à l'emballage où là, il faut quand même dire certaines conditions de vente et encore. Paul, je suppose que chez Groupon, c'est pareil, Paul. Voilà, on n'a pas besoin de se justifier. C'est la promesse Groupon, c'est que si l'annonce n'est pas conforme ou s'il y a un problème, on met en place les choses pour rectifier. Sur les sites sérieux, on n'a pas du tout ce souci-là. Ouais. Mais les problèmes arrivent, il y a plusieurs responsabilités. C'est la pratique qui fait qu'on sait s'en occuper. C'est pour ça qu'il faut essayer de favoriser ces achats sur des sites sérieux et avec une solidité financière qui peuvent
vous en parliez au début, qui peuvent encaisser ces problèmes parce que ces problèmes existent. Un colis, ça tombe, un colis, ça s'abîme. Voilà, donc il faut que les clients soient, voilà, faut juste faire activer les responsabilités de chacun. Je précise juste qu'il faut bien regarder aussi les conditions générales de vente pour savoir le délai pour ramener. Là, quand je parlais en règle générale. Mais après, il y a des conditions générales de vente et des conditions particulières de savoir à quel délai on peut retourner le produit sans donner de raison. Mais la question se pose sur finalement quand on ne sait pas trop à qui on a affaire ou que les conditions générales, parce que ça aussi, ça se voit, ne sont pas apparentes. Donc, on a des dispositions dans le code de la consommation qui prévoient ces situations. Et pour rebondir sur ce que Paul vient de dire, c'est très important en fait quand on parlait de faire du e-commerce tout à l'heure. Est-ce qu'on a cette capacité financière à absorber le coût de colis cassés, de remboursement? Alors peut-être sur des grosses sociétés, c'est peut-être gérable, mais sur des petits e-commerce, c'est plus compliqué quand même. Oui, et puis surtout, c'est souvent quelque chose qu'on n'anticipe pas. Mais dans le cas de la voiture rouge qui serait arrivée livrée bleue, je dirais que comme Pascal, commander de la peinture en ligne. Pour repeindre la peinture, effectivement. Et on va voir justement maintenant si on peut... Juste une chose, pour les personnes qui font du e-commerce, peut-être aussi de bien s'assurer. J'ai oublié de le dire, mais je crois que c'est extrêmement important d'avoir une bonne assurance. Ouais, puis surtout pour la peinture, faut prendre de la bonne qualité quand même. Allez, on va passer à l'électroménager tout de suite. Et la surconsommation pour l'éviter, effectivement, et avant de recommander pourquoi, effectivement, ne pas réparer. Steve, vous êtes responsable de la société Buzy Électroménager à Toulouse, qui est membre du réseau Star SAV. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Bonsoir à tout le monde. Moi, en fait, je suis responsable d'un service après-vente qui s'appelle Buzy Électroménager. Ma société a plus de 36 ans déjà d'expérience dans le dépannage électroménager. Donc, c'est déjà jeune et vieux à la fois. Depuis maintenant plus de 10 ans, nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle StarSav. C'est un réseau qui a été créé à la base par les constructeurs, les plus gros constructeurs d'électroménager. Et il y a quelques années maintenant, c'est un réseau maintenant indépendant. Donc maintenant, vous allez retrouver dans le réseau StarSav que des techniciens, des sociétés agréées par les marques directement, mais indépendants à tout ça. À 36 ans, est-ce que vous avez vu un changement de mentalité sur la réparation ou pas ? Oui, bien sûr, oui. On a vu un réel changement. En plus, ces derniers temps, la réparation est un peu à la mode. On est revenu à la mode par rapport à beaucoup de choses. Déjà, c'est par rapport à l'écologie. Donc de là, on est en légère hausse en fait au niveau de la réparation. Beaucoup d'avis d'auditeurs sur notre répondeur et sur les réseaux aussi, avec le hashtag FQEP, effectivement, où les gens sont dans une démarche maintenant écologique. Exactement. On veut réparer au lieu de surconsommer. Il y a déjà eu une belle hausse en fait, c'est par rapport au confinement. Alors figurez-vous que le confinement nous a fait du bien puisque là on a, en tout cas nous pour Buzy, 18% d'augmentation d'appels pour réparer le produit, alors que ça va. Est-ce que c'est des chiffres spécifiques sur Toulouse? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est vraiment une tendance nationale? Là aujourd'hui c'est 18% chez Buzy sur Toulouse, mais mes confrères c'est pareil quoi. On voit une vraie augmentation. Exactement. Donc voilà. Donc à aujourd'hui, je dirais que tout est réparable à partir du moment où qu'on achète surtout des appareils électroménagers réparables, on va dire moyenne, haute de gamme. D'être dans une frénésie sur le e-commerce, voir la dernière offre qui passe, je clique, je change. Non, pas du tout. Aujourd'hui, tout électroménager, pour quelques euros, vous pouvez le réparer très facilement, quoi. Alors justement, puisqu'on parle d'argent, on a entendu qu'il existe des solutions proposées par le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, ça s'appelle en fait les fonds de réparation. C'est des organismes. Je vois que nos invités le découvrent aussi. Voilà, c'est des organismes. On va apprendre des choses ce soir. Voilà, le fonds de réparation, c'est des organismes. Ça peut être des fabricants, ça peut être l'État, et derrière, en fait, ils vont y mettre un portefeuille de réparation. Nous, par exemple, sur Toulouse, on a la métropole de Toulouse qui donne 100 € pour réparer son lave-vaisselle, son frigo, tout électroménager hors garantie. Tout le monde tombe de haut sur le plateau. C'est impressionnant. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une super nouvelle.
Voilà, ça s'appelle le fonds de réparation. Ça m'intéresse. Voilà. Ouais. Donc, J'emménage On en à parlera Toulouse, en antenne moi. après l'émission. voilà, aujourd'hui, oui. je parle de Toulouse, mais ça peut être Alors du ça, pays c'est le catalan jusqu'à Info donnée par Star jusqu'à SAV Lille. ce soir. Hein, voilà. Voilà. Info partout en France. Voilà. Effectivement, donc il y a des fonds de réparation. Donc on peut Ouais. bénéficier de fonds pour réparer ces Ouais, appareils. fonds de réparation et C'est quoi faut des logiques? faire- C'est dans une démarche écologique à la base ou pas? Oui, c'est dans une. Ouais, c'est vraiment dans une ouais, démarche écologique. Exactement. D'accord. On Un les peu comme trouve où les subventionne les personnes vélos, qui subventionnent? Eh bien, généralement, en fait, vous le trouvez sur Internet. Ah ouais. Ok, Voilà. tout Non, mais simplement. par exemple, on pense souvent aux subventions vélo électrique, des choses comme ça existe. On peut aussi trouver des subventions pour réparer ces appareils électroménagers. C'est exactement ça. Faut le savoir. Très bonne info pour nos auditeurs et pour nos personnes en plateau. La réaction, ça a été. La mise en place d'un indice de réparabilité est obligatoire depuis le 1er janvier 2021, donc tout récemment. Pour les fabricants et metteurs sur le marché, pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? C'est pour lutter contre justement l'obsolescence programmée, ce qu'on peut penser. Beaucoup de nos auditeurs le pensent. Hein. Et Clairement, on a vraiment l'impression que les appareils sont prévus pour mourir. Et Et qu'on non. en rachète et on en Non, rachète. justement, il y a l'indice de réparabilité qui a été mis sur la table par l'État. Aujourd'hui, on n'est que sur un seul produit en électroménager, c'est le lave-linge à hublot. Mhm. Voilà, aujourd'hui, et au fur et à mesure du temps, là, on va avoir le frigo, on va avoir le sèche-linge, le lave-vaisselle. Et justement, c'est pour éviter, c'est pour donner conseil aux consommateurs de dire voilà, aujourd'hui, j'ai ce produit-là, il est facile à réparer après sa garantie ou pendant sa garantie. Voilà. Quand est-ce qu'on va avoir ça sur le téléphone mobile? Ben Et ouais. c'est Ouais, déjà, parce que ça, c'est déjà on sur le On smartphone. l'attend. C'est vrai? Ouais, c'est déjà sur le smartphone. Ouais. Sérieux? Alors, je serais Ouais. curieuse, après Donc on, c'est une on note, fera un petit tour c'est de une note table. de 0 à Ouais. 10. Ah ouais, effectivement. Mais donc Voilà. on apprend des tas de choses mais ce soir complètement. sur la partie, sur cette partie-là. Je vois qu'il y a effectivement. Donc du coup, toutes ces mesures qui vont donc certaines à l'encontre de l'obsolescence programmée. Quel est l'avis sur la question sur l'obsolescence programmée pure et dure? Est-ce qu'elle est vraiment programmée dans les appareils ou pas? Non, c'est la façon qu'on va utiliser le produit. Vous prenez une famille, par exemple, qui a 3, 4, 5 enfants. Forcément, le produit que vous allez y mettre, il va avoir une durée de vie moins longue, forcément. Et c'est aussi le prix que vous allez mettre dans le produit qui va être important. Si vous achetez un produit, ce qu'on appelle d'entrée de gamme, naturellement, ce produit-là, il aura quand même beaucoup plus de chances à mourir plus vite. Que vous mettez un prix sur un produit de moyen haut de gamme, il aura tendance, en fait, à aller beaucoup plus loin dans le temps. C'est pour ça que des fois, on dit, oui, la machine à laver de ma grand-mère a duré plus longtemps. Alors ça, on avait la théorie tout à l'heure. Ça c'est vrai, ouais. Ouais. On en a parlé avant l'émission. Alors moi, j'ai ma théorie là-dessus. Alors maintenant, on prend ou on prend pas. Mais à l'époque, déjà, on y perdait un bras quand on achetait un lave-linge, par exemple. C'était 6 000, 7 000 francs à l'époque. Ouais, à l'époque c'était des grosses sommes. C'est vrai que ça en ça. euros, ça fait 1000 euros à peu près. C'est ça. Ouais, Et bon, un aujourd'hui, linge on de est l'époque. plus en fait sur des lave-linges, alors qu'ils font beaucoup plus de choses qu'à l'époque. C'est pour ça qu'on Aujourd'hui, fait pas de la surconsommation. On n'avait peut-être pas envie de se racheter un lave-linge qui coûte 1000 euros, l'équivalent de 1000 euros de l'époque. Hein. De Peut-être 1500 ou 2000 d'aujourd'hui. c'est ça, c'est Ouais. ça. C'est aujourd'hui, il y a une ou deux marques qui peuvent, qui le font de toute façon. Mais aujourd'hui, ces marques-là, Oui. ces marques-là, en fait, c'est eux qui sont leaders en fait dans la durabilité du produit. Et on le voit bien aujourd'hui aussi sur la façon de faire. C'est que un produit va être vendu 500 € par exemple. Oui. 500 €. Et ben là, à ce moment-là, on va l'utiliser une fois, 2 fois par jour. Qu'un produit à 1000 €, on va l'utiliser une fois, 2 fois par jour, mais on ira beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Et en plus, le produit d'aujourd'hui, il ira beaucoup, alors, je vais me répéter, mais beaucoup plus loin, en fait, dans sa démarche. Ça réagit beaucoup. Oui. Juste une petite. Ça réagit beaucoup sur le fond de réparation sur les réseaux. Oui. Mais je me pose une petite question quand même, c'est que si l'obsolescence programmée n'existe pas, pourquoi on s'est embêté à faire des articles dans le code de la consommation? C'est une bonne question. Ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'on y met sur la table en fait? On dit que derrière en fait le produit ne marche pas ou derrière ouais mon produit il s'est arrêté au bout de 2 ans et 3 mois. Souvent, voilà, les gens réagissent. On a beaucoup de réactions aussi sur notre répondeur avant l'émission, où les gens se disent mais les appareils électroménagers de toute façon ils meurent juste avant la fin de la garantie, juste après 3-4 jours après la garantie, voilà. Et là comme par hasard. Je dirais pas de chance. Mais non. À qui c'est pas arrivé un truc pareil en plateau? Mais à tout le monde ça arrive. Mais après faut voir en fait comment il est utilisé le produit.
j'ai pas souvenir que ça me soit arrivé. D'accord. Bah, forcément, après, on va venir vous voir parce que derrière, c'est arrivé. Mais le produit, il faut savoir que s'il s'arrête au bout de 2 ans et 3 mois, c'est tout simplement, il devait s'arrêter à ce moment-là parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui vont faire qu'il va s'arrêter. C'est l'entretien, c'est l'installation. Aujourd'hui, plus de 80% des SAV hors garantie sont réparables. Et souvent, très souvent, ça va être un problème d'entretien à tout ça. Parce qu'effectivement, Steve, souvent on pense que ça vaut pas le coup, clairement, de réparer un appareil, que ça va vraiment pas durer longtemps et que ça coûte cher. Combien ça coûte de réparer concrètement un appareil? Si on prend l'exemple d'un frigo ou d'un lave-vaisselle. Ouais, peut-on dire aussi en moyenne, du coup, combien de temps ça va durer? Oui. Un produit à réparer, ça coûte pas cher. Si vous passez en fait par un réseau SAV, par exemple StarSav, vous allez sur l'annuaire starsav.fr, vous allez trouver un agent agréé par les marques. Déjà, ça, c'est hyper important. C'est de passer toujours par un SAV agréé. Ça, c'est primordial. Ensuite, généralement, l'agent agréé, par exemple, sur nous, StarSav, on facture 75 € TTC, le déplacement et la main-d'œuvre pour diagnostiquer la panne du produit. Que ça peut être un lave-vaisselle, un frigo, un sèche-linge, ce que vous voulez. Et de là, par exemple, pour reprendre par exemple un lave-vaisselle, si vous remplacez par exemple une pompe de cyclage, généralement ça peut être une pompe de cyclage avec une résistance, et bien vous allez avoir un budget à peu près de 200-250 €. Ok, pour réparer son lave-vaisselle. Tout en sachant un truc, c'est que si vous achetez un produit à la base qui est pas cher, un entrée de gamme à 200-250 €, là ça vaut pas le coup. Là ça vaut pas le coup. Ouais. Mais là quand je parle de 200-250 €, c'est un produit que vous avez acheté entre 500 ou 600 ou voire 1000 €. Qui veut dire que si vous remplacez une pièce, une pompe de cyclage par exemple sur un lave-vaisselle, ça vous coûtera beaucoup moins cher si vous avez déjà acheté un lave-vaisselle qui vaut le coup. On a une réaction là justement, Céline de Melun qui dit effectivement que oui, mais si je remplace la pompe de cyclage, qui me dit que dans 3 semaines après, je ne vais pas avoir une autre pièce qui va lâcher. Ça, c'est le technicien qui vous le dira. C'est que, alors, tous les techniciens, on n'est pas des Madame Soleil, hein, attention, voilà. Mais c'est l'état du produit, l'installation du produit. Il y a quand même un conseil qui va vous dire, Exactement. Je vois l'état de votre produit, voilà. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Aujourd'hui, tous les techniciens et toutes les sociétés qui indépendantes dans StarSav ont le conseil. Pourquoi ? Parce que nous, on est agréés en fait par les marques, on est formés par les marques, on nous donne une confiance des marques. Et qui veut dire tous ces personnes-là, tous ces techniciens, oui. tous ces techniciens en fait qui sont sur la route sont capables de vous dire si le produit est bien entretenu, mal entretenu, l'installation est bonne ou pas bonne. Et ça, c'est le plus important. On a Alice qui nous demande les pannes fréquentes d'un lave-vaisselle. Dans quel cas vaut mieux réparer pour pas cher ? Les cas les plus fréquents pour les lave-vaisselle, c'est les pompes de vidange bouchées, les installations un petit peu biscornues. Vous allez avoir aussi l'entretien. L'entretien des filtres est très très important. Par exemple, je sais pas, moi, vous mettez des épluchures de courgettes dans votre lave-vaisselle. Sonia a l'air de se reconnaître. Ah oui, elle connaît bien les épluchures de courgettes. Voilà. Dans la lave-vaisselle. Donc, si vous avez des épluchures de courgettes... Dans le sud, on mange beaucoup de courgettes. C'est vrai qu'on nous écoute un peu partout en France, mais voilà, la courgette, c'est très bien. Non, mais c'est hyper important, en fait, c'est de bien laver ses filtres une fois par semaine, etc. Et surtout, c'est que on pense, par exemple, à un lave-vaisselle. Alors ça, c'est toujours pareil, mais un lave-vaisselle, en fait, il faut laver sa vaisselle avant. Non. C'est que derrière, quand vous avez fait les courgettes, vous prenez un petit sopalin, vous videz ça à la poubelle, vous mettez votre... ça passe, ça décape un peu ou pas ? Un peu de rhum, oui, ça peut le faire. Ouais. Donc, avec modération, toujours. Avec modération et essayer pendant les férias, par exemple, aussi. Pendant les férias, carrément, pendant une feria, on peut faire ça. On peut mettre du rhum sur les assiettes. Exactement. C'est bien vu. Donc, pour reprendre ça, c'est que voilà, il faut bien utiliser en fait les produits et surtout les entretenir. Voilà, c'est très très important. Ouais. On a Céline de Troyes qui nous demande réparer c'est bien, mais des fois il vaut mieux changer de machine car les nouvelles sont plus performantes, la technologie évolue. Qu'en pensez-vous ? Et oui, là-dessus, c'est sûr que... Le lavage de grand-mère, il consomme lavage de grand-mère beaucoup d'eau. Qui consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité et qu'aujourd'hui, en fait, il tournait à 400 ou 800 tours à l'époque. Maintenant, vous avez un produit pour 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher. Un produit qui tourne à 1600 tours, qui veut dire quasiment pas de séchage derrière. Voilà, bon, ça, des fois, on peut pas... mais après, le technicien vous le dira.
Parce on parle toujours de la machine de grand-mère, mais la machine de grand-mère, elle peut avoir que 20 ans et avoir de bons... Parce que des machines de l'époque, elles duraient 20 ans, 30 ans, enfin voilà, c'était increvable. Ouais, mais on les payait plus cher. Beaucoup plus cher. Alors, c'est la qualité des pièces qui est différente aujourd'hui, qui est nettement meilleure. Oui, qui est beaucoup plus fiable, qui est beaucoup plus fiable. D'accord. Comment on peut, du coup, bien choisir son réparateur ? Comment le trouve-t-on ? Visiblement, il y a un site internet pour ça. Il y a un réseau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la réparation agréée, du coup ? Parce qu'on a entendu tout à l'heure que c'était très important de prendre un réparateur agréé. Un réparateur agréé, c'est une société qui va suivre en fait tout un checklist par rapport à un constructeur. Tout à l'heure, on parlait de l'avis, par exemple. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Quand vous voulez être agréé par rapport à une marque, vous allez d'abord être formé. Ils vont nous laisser une confiance totale en fait sur le produit, donc on va être formé sur l'appareil, on va être managé sur l'appareil, qui veut dire on va côtoyer les inspecteurs techniques directement des marques et des usines. Et de là, en fait, on va être aidé, épaulé par le constructeur. Ça, c'est un agent agréé qui est vachement important à avoir près de soi. Et pour pouvoir trouver facilement des agents agréés des marques, vous allez par exemple sur le site starsaf.fr. Et là, vous allez avoir l'annuaire. C'est un annuaire ? C'est un annuaire complètement gratuit avec la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Il y a combien d'adhérents dessus chez Starsav ? Là, aujourd'hui, on est à 65 adhérents partout en France. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a... Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de réparateurs ou parce que... Malheureusement, oui. Pendant un moment donné, on n'était pas du tout à la mode, donc il y a eu beaucoup en moins. Et voilà. Et donc, à ce jour, on a quand même un potentiel en fait de 150 réparateurs bientôt qui vont adhérer. Voilà. D'accord. C'est la crise sanitaire, comme vous avez dit, beaucoup se sont rendus compte que finalement réparer un appareil, ça peut être bien. Oui, de plus en plus de monde clairement va vouloir se mettre à réparer. Est-ce que c'est un métier du coup qui recrute ? Oui, qui recrute. Pourquoi ? Parce que on est à la mode. Le fonds de réparation, la durabilité du produit, etc., qui a fait que aujourd'hui on est tous à la recherche en fait de techniciens, et surtout c'est qu'on va aussi devoir former de nouveaux techniciens sur les nouvelles technologies, puisque aujourd'hui un produit électroménager, c'est pas que vidanger une pompe de vidange, nettoyer une pompe de vidange, c'est aussi diagnostiquer, voilà exactement. Mais il y a aussi configurer des modules, etc., comme un peu de la domotique. Donc il y a de l'électronique maintenant dans ce type d'appareil. Oui. De plus en plus, comme dans les voitures et tout ça. Ouais. Exactement, beaucoup plus. Et donc là, on va former. Donc là, aujourd'hui, on est aussi partenaire du site du Creté. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une filiale qui va former des jeunes à Bac+1, qui va performer en fait des jeunes techniciens sur la théorie du métier et en partenariat avec des sociétés comme les nôtres. En théorie, la pratique. C'est vrai qu'avec la tendance maintenant écologique, on va dire, qui se profile, c'est vraiment un métier qui peut avoir de l'avenir. Voilà. Qui a de l'avenir. Ah oui, qui a de l'avenir. Parce qu'en plus, en plus d'être un joli métier, en fait, on en apprend tous les jours. Il y a toujours des produits. Il y a un contact humain. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que venir voir les clients, discuter avec les gens. Il y a une relation client. Se faire offrir client. un café, tout ça, c'est sympa. Ouais, voilà. Ça arrive ça quand même. Ça arrive très. Sur 9 clients, vous en avez 8 qui vous proposent le café. Quand même. Voilà. Ouais, ça va. C'est sympa. Mylène, il y avait une réaction, je crois. Oui, on a Alicia qui nous dit « Mon micro-ondes est tombé en panne 2 jours avant la fin de garantie. Le temps que j'appelle le réparateur, il sera trop tard. » Non. Il est jamais trop tard. Non, il est jamais trop tard dans le sens où derrière 2 jours avant. Donc, il veut dire D'accord, donc ça c'est important. Il est dans les clous. D'accord. Et justement, un petit peu avant antenne, Steve précisait que même si c'est le dernier jour de la garantie, on peut appeler et c'est à ce moment-là que ça compte. Bien ça sûr, démarre. Même s'il y aurait la réparation, mais un mois après à se faire, il n'y a pas de souci. C'est la date d'appel, de déclenchement qui est très importante. Sous garantie. Comment ça marche d'ailleurs quand c'est garanti, les interventions sont prises en charge. Bon, c'est un réparateur agréé en général qui vient comme vous, et vous êtes payé directement par la marque ? C'est ça, on est payé directement par la marque puisque nous sommes formés, etc. En fait, on est agréé par la marque et on reçoit ce qu'on appelle un ordre de mission. Et cet ordre de mission, on le valide et là, on vous appelle en tant que vous, consommateur, et on se charge en fait de prendre rendez-vous avec vous dans un créneau horaire ou une plage horaire. Et de là, on prend rendez-vous, le technicien vient, diagnostique. De temps en temps, on pourra venir avec des pièces
Pourquoi ? Parce D'accord. qu'on a la possibilité aussi d'avoir du stock. Donc, on vient avec les pièces et on fait toute l'analyse, le diagnostic et la réparation. Donc il y a de quoi ne plus surconsommer en termes d'électroménager. Justement, puisqu'on parle des pièces, et effectivement, des garanties aussi des fois qui ont du mal à s'appliquer, puisque les fabricants n'ont plus les pièces en réalité pour faire réparer. Comment ça se passe dans ce cas-là ? C'est compliqué. Après, ça dépend de l'âge du produit. C'est toujours pareil. Si c'est un produit qui a une quinzaine d'années, c'est sûr que là, nous, on n'est pas devin. Maintenant, là, il faudra remplacer. Maintenant, je vous dirais que là-dessus, beaucoup, les marques jouent le jeu pour avoir les produits quasiment 20 ans au jour d'aujourd'hui. Encore une fois, on parle sur des appareils milieu haut de gamme. Des produits achetés dans le commerce 200-250 euros, ça va être compliqué. On a Salim qui nous demande, entre le premier appel et la réparation, combien il y a de temps qui s'écoule ? Ça dépend en fait du moment où elle va appeler. Est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle une période très hard ? Par exemple, je vais parler du confinement. Ça a été très très compliqué puisque aujourd'hui le confinement le premier confinement a fait mal en fait à tous les partenaires services. Pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on devait ouvrir, fermer ? On ne savait pas. Donc ça nous a mis en fait du délai. Aujourd'hui, c'est pas aussi parce qu'effectivement il y avait moins de magasins physiques ouverts et que du coup les gens soit s'orientaient sur le e-commerce, soit rien du tout. Alors que d'habitude il y a des gens qui habituellement vont acheter un appareil électroménager dans les non rien à voir. Non, rien à voir. Bon, ok. non, ok. Possible, effectivement, mais bon, ça pouvait être une explication, c'est une idée. Non, ils ont continué à nous appeler pendant le confinement, donc derrière, il y avait ils ne pouvaient pas aller acheter des choses dans l'électroménager. Donc, là, je suis bien entouré pour dire que le e-commerce a très bien fonctionné, mais voilà. Dans cette période-là. Puisque les livraisons, effectivement, les livreurs pouvaient venir, les réparateurs pouvaient venir réparer les appareils. Exactement. Effectivement. Tiens, Christophe, justement, si on a un problème de garantie et que la machine, elle n'est pas réparable, par exemple, est-ce qu'on peut contraindre juridiquement le vendeur ou le fabricant, clairement, à nous remplacer la machine par une neuve ? Alors, remplacer, tout dépend. Alors, je vais faire un petit peu comme monsieur par rapport au réparateur. Tout dépend, finalement, le vice déjà de la machine. Est-ce que c'est un vice caché ? Est-ce que c'est apparent ? Ce qui est sûr là-dedans, c'est que si la machine n'est pas réparable et que le réparateur, il a une obligation de moyens. Donc on ne peut pas, il y a obligation de moyens, obligation de résultat. Il ne peut pas, sur la panne, on peut pas le contraindre. Si c'est irréparable, c'est irréparable. Par contre, il faut savoir quelle est la cause. Alors, on se disait avant hors antenne, Steve, si c'est irréparable mais que la garantie est encore là, qu'est-ce qui se passe quoi ? On rembourse. On rembourse ? On peut aller jusqu'au remboursement de l'appareil ? Remboursement ou échange du produit. Voilà. En appliquant, parce que ça peut être prévu aussi, un coefficient en appliquant un coefficient pour la réduction de la valeur par rapport à l'usage qui a été fait. Ah ouais, c'est possible ça. Oui, c'est possible. On dit l'appareil, il n'est pas réparable, vous l'avez acheté, garantie 5 ans. Malheureusement, ça fait 4 ans, on vous rembourse que 20% de la valeur, par exemple. C'est comme une voiture. Quand vous vendez une voiture ou vous cassez une voiture, il y a une vétusté qui s'applique. C'est pareil. C'est sûr, effectivement. C'est bien tout ça. Je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que l'on disait sur le fait sur le e-commerce. Juste rebondir sur le délai de rétractation. N'oubliez pas quand même que vous avez, quelles que soient les conditions qui vous sont indiquées, parce que je ne l'ai pas dit clairement, 14 jours à compter de la réception du produit pour le rendre. Le seul problème, c'est que ça peut être à vos frais, ça peut être à vous de prendre en charge les frais de renvoi. Donc, mais ne l'oubliez jamais, c'est le code de la consommation qui s'applique 14 jours. On ne peut pas déroger à ces 14 jours à compter de la réception. Que ce soit dans un magasin physique ou un e-commerce. Non, là, c'est pas la même chose. Alors, non. Là, c'est différent. Et oui, c'est différent. Parce que là, on est sur des contrats à distance. Par contre, si c'est du physique, là, c'est autre chose. Tout dépend si vous avez été aussi démarché au téléphone. Si c'est démarché au téléphone, là, les 14 jours s'appliquent. Donc, il faut vraiment... En physique, c'est plus court, c'est ça ? En physique, alors, les entreprises le font, mais si vous prenez votre produit, il n'y a pas de délai de rétractation qui s'applique. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette démarche
écologique pour terminer l'émission. On va faire un petit tour de plateau avant de dire au revoir à nos tous invités. On avait par téléphone Paul Chopin de Janvry de Groupon. Merci beaucoup Paul pour la participation. Paul. Ah, non. On avait Jean-François Legras qui est gérant de Jeff Concept. Merci. Merci à vous. Pascal Lanou aussi, directeur stratégie chez Skipper et avis vérifié Tister et Mediatek pour être super précis. C'est ça? Oui, c'est ça. Je vais nous mettre en retard, moi, tout seul. Ok, merci pour Non, l'invitation. c'est bon, ça C'était va. un plaisir d'échanger ce soir. Un On avait plaisir. Sonia Oaxel qui est directrice de l'expérience client chez Content Square. Et merci. Bon week-end à tout le monde. On avait maître Christophe Macon, avocat au barreau de Toulon. Merci beaucoup maître. Merci à vous. l'avocat Toujours de un plaisir d'être avec vous. Oui, c'est l'avocat de l'émission. Faut qu'on en parle. www.fautquonenparle.fr bien évidemment avec le hashtag FQEP. Et nous avions aussi Steve Albert qui nous a donné tous les conseils pour bien réparer ses objets, qui est réparateur agréé et membre du réseau StarSav. Et puis nous Voilà. a parlé Merci du à vous. fonds de remboursement. Surtout. Ah, ouais, c'est alors le là, fonds de le fonds de réparation. réparation, Le fonds de réparation. avec de Le la fonds de courgette. réparation. Je pense qu'on est bien. Et je viens de recevoir un message de Paul qui dit merci à tout le monde. Ça a coupé, ok. mais il vous remercie tous. Merci à C'est Paul. ça, c'est les joies du téléphone portable. Bon, bah merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est votre émission Faut qu'on en parle de talk show, débat en direct, live, www.fautquonenparle.fr, le hashtag FQEP si vous voulez réagir, www.fautquonenparle.fr. Je l'ai dit, les replays, les podcasts, tout ça, vous retrouvez tout sur le site internet. Sur nos réseaux sociaux. Allez, à ciao. À bientôt. Bye bye. Bye bye.